Bonjour, ici Mathieu Blanchard et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui j'ai le goût de vous parler de récupération parce que quand on a enregistré avec Mathieu, il revenait de faire une longue course puis on s'est mis à parler de ça, de consommer des glucides, des protéines après l'effort. En fait, saviez-vous que ce qui est vraiment conseillé, c'est de s'alimenter dans la fenêtre de 30 minutes qui suit un long effort. Donc c'est là qu'on récupère le mieux. En fait, dans cette fenêtre de 30 minutes-là, il faut vraiment miser sur des sources de glucides, des sources de protéines, parce que durant cette fenêtre-là, notre corps absorbe plus facilement les glucides, peut plus rapidement reconstituer tous les stocks de glucogène musculaire qu'on vient de dépenser. Donc vraiment, cette fenêtre d'opportunité-là, pensez à ça quand vous faites vos longues sorties, quand vous faites votre effort. C'est le 30 minutes qui suit l'effort qui est le nerf de la guerre. Puis bien sûr, dans la gamme Ultra Énergie de NAC, il y a du Ultra Recovery, que ce soit avec les boissons protéinées, que ce soit avec les gaufres, les bars, mais vraiment, les 30 minutes après l'effort, c'est là que ça se passe. C'est là que vous devez miser sur glucides, protéines. Tous ces nutriments-là, vous les avez dans les produits NAC. Vous allez sur le nacbar.com, choisissez ce que vous voulez. Si c'est votre première commande, je vous donne 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Voilà, allez essayer ça, et n'oubliez pas, 30 minutes après l'effort. Bon épisode! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 134e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un gars que vous connaissez bien, Mathieu Blanchard. Re-bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick de m'inviter à nouveau. Ça fait 2 fois qu'on fait ce podcast et puis à chaque fois c'est le matin. Ouais. On boit encore un bon petit café ce matin. J'espère qu'un jour on va réussir à la boire cette bière quand même, mais c'est pas aujourd'hui On malheureusement. dit souvent jamais 203, fait qu'aujourd'hui ça sera encore du café. Puis ton troisième passage à Pas sorti du bois, on aura de la bière Noctem. Là, j'ai un partenaire en plus pour ça. Je pourrais même te laisser une canette avant qu'on parte. T'auras quelque chose pour ce soir rendu à Montréal de retour. Parfait, j'ai hâte. Merci d'être là. Écoute, ceux qui ont vu les infos que j'ai partagées par rapport à l'épisode pour vous teaser, vous avez vu qu'on va aborder un sujet qui est, je pense, qui fait de plus en plus couler d'encre dans le monde du trail. Puis c'est un truc qui commence. C'est les premiers balbutiements de ce truc-là. Il y a quelques articles qui ont paru, il y a quelques mentions qui ont été faites, mais je trouve ça le fun parce qu'on va pouvoir plonger les gens dans cette réalité-là de la Pro Trail Runners Association. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je veux bien sûr profiter de ton passage pour voir comment tu vas, comment se passe ce post-2022 qui a été une année assez haute en couleur pour toi. On a un café, tu le dis en introduction, c'est mes amis de Capic, Ray, François et tout. On les remercie, c'est un partenaire caféiné de Pas sorti du bois. Fait que d'abord, cheers! Cheers, j'ai C'est avec déjà lait d'avoine. goûté, c'est très bon. Ouais, c'est Merci bon. pour ce café Yannick. Capic 1 qui est toujours au rendez-vous comme partenaire du podcast. 2022, grosse année. Ouais, très grosse année, un petit peu dans le prolongement de 2021. Ben oui. C'était une année importante pour moi parce que 2021 c'était post-Covid et puis moi c'est sûr que année 2019-2020 ça a été des années difficiles pour moi. 2019 je quitte mon bureau d'ingénierie pour donner un petit peu plus d'élan professionnel à ma carrière. Je rejoins la clinique du coureur, je me blesse. Toute l'année, je peux pas faire ce que je veux faire malgré toutes les étoiles que j'ai alignées. Je me reprends en milieu d'année, je m'entraîne fort pour aller faire la Diagonale des Fous. À 2 jours de faire la Diagonale des Fous, je me retrouve sur le tournage de Koh-Lanta Survivor. Donc l'année 2019 à l'arrêt complet. 2020 Covid, donc 2021 j'ai beaucoup attendu. J'ai fait ce beau résultat, premier podium sur l'UTMB. Alors c'est sûr que pour beaucoup c'était peut-être un coup de chance, voilà, quelque chose de nouveau. C'était important pour moi de confirmer ce que j'avais été capable de faire. Excuse-moi, je te coupe dans ton élan, mais est-ce que tu as senti que post-2021, où tu as fait un podium dans une année, comme d'habitude, l'UTMB extrêmement compétitif, 3e place, c'est immense. Est-ce que tu as senti que tu avais quelque chose de plus à prouver que les autres vis-à-vis n'importe quel coureur qui fera un premier podium à l'UTMB? C'est comme l'an prochain, il est favori, bien sûr. Je veux dire, moi, dans ma tête, puis j'ai dit, c'est ton 2e passage à Pas sorti du bois, t'es un nom récurrent qui revient parce que t'inspires les gens, on en jase. Puis je me rappelle avoir déjà discuté avec un de mes invités de c'est un peu ridicule que t'étais pas dans les listes des favoris pour 2022 alors que tu reviens d'un podium. Après, je l'accepte parce que le monde du sport est quand même un petit peu dur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on le voit, on voit beaucoup d'athlètes. Souvent dans les Olympiques, ça arrive souvent dans les Olympiques. Les athlètes se tuent pendant 4 ans à la tâche, à s'entraîner. Donc,
voilà, physiquement et mentalement, c'est lourd pour eux. Ils arrivent aux Olympiques, ils font un super résultat, une médaille. Et ça a été tellement dur ces 4 ans-là qu'ils ne sont pas capables de se remobiliser derrière pour aller faire d'autres compétitions, championnat du monde, éventuellement un autre olympique. Et donc c'est sûr que le public est habitué de voir parfois aussi des sportifs de haut niveau qui arrivent, qui font un super résultat et qui disparaissent. Donc la confirmation est importante. Et moi, voilà, c'est sûr que je l'accepte. Voilà, tu l'as dit, l'année suivante, donc 2022 UTMB, j'arrive. Je suis pas invité à la conférence de presse des favoris de la course. Et puis même pour la petite anecdote, lorsque j'arrive sur la ligne de départ, quand on a un dossard élite, on peut rentrer par devant. Donc j'arrive avec mon ami Marianne devant. Puis le bénévole me dit non, désolé, cette année c'est que du dossard 1 à 40 pour passer devant. J'étais 41, pas de chance. Et on m'a dit écoute, tu passes par derrière, tu vois, donc pas de souci. Mais voilà, ça montre aussi que j'étais pas encore considéré au niveau de performance que j'avais fait en 2021 et puis qu'il fallait confirmer. Et puis très bien, j'ai su finalement pas transformer ça en frustration, mais plutôt en énergie, tu vois. Voilà, ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a donné la rage. Je me suis dit, ok, maintenant, 2022, je suis sur cette ligne de départ de l'UTMB et je dois confirmer ce que j'ai fait en 2021. C'est comme ça, c'est le sport. Et j'ai réussi, voilà, à trouver l'énergie nécessaire pour transformer ces moments qui auraient pu être frustrants en gain d'énergie finalement. Ouais, j'ai l'impression que tu as eu une saison aussi qui tout pointait vers ça, puis on t'a suivi à travers ton podcast Dans mon bain. Tout pointait vers cette UTMB-là, le choix des courses, puis même dans ce choix des courses-là, dans cet enchaînement de courses-là, tu as eu des performances qui étaient éclatantes, qui étaient des top 5 sur des courses qui étaient ultra compétitives. Donc, c'était ça qui était surprenant aussi, dans le sens où si tu revenais d'une blessure, si tu avais une année un peu en dents de scie où tu as des contre-performances, tu te dis, arrive à l'UTMB, bon, le gars a fait le podium, bien sûr, il devrait être invité à la conférence de presse, mais là, tu avais vraiment, toutes les as étaient alignés, puis on le savait, tout le monde, que tu allais faire une grosse performance, tu avais une bonne journée, puis qu'il n'y avait aucun doute que tu avais ta place à cette conférence de presse-là. Fait que je me rappelle, nous, comme fans du sport, on se disait « Ah, c'est drôle ». Puis bon, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance pour nos coureurs québécois, canadiens. Quand c'est Marianne, quand c'est toi, quand c'est d'autres, on en parle entre nous, puis on est comme « Voyons, il n'est pas invité ». Mais je trouve ça le fun de tourner cette chose-là en motivation supplémentaire. Bon, on ne reviendra pas sur la course elle-même, tu l'as raconté maintes et maintes fois. Je l'ai raconté maintes et maintes fois parce qu'avec Nico Dan, ton bon ami, on avait fait les jazettes de geek. La jazette. Post-UTMB, un gros high, une grosse performance. Comment s'est passé les mois qui ont suivi? Ça a été, c'est vrai que ça a été très très lourd le post-UTMB en termes de médias, de propositions de sponsoring. J'ai vraiment pris la foudre, j'ai pris le tsunami. Et c'est sûr que moi je suis tout seul, j'ai pas d'agent et à gérer tout ça c'est pas simple. Je recevais 10 demandes de podcasts par jour, 10 demandes d'entrevues médias, de TV. Tout d'un coup, les grosses marques, je pense à peu près toutes les plus grosses marques, Oka, Adidas, Kraft, On, sont tous rentrés pour faire des propositions. Et puis ça a été difficile à gérer parce qu'on reste des sportifs. Nous, ce qu'on kiffe, c'est courir dans la montagne, c'est pas faire des négociations de contrats et puis gérer des interviews. Donc ça a été très très lourd. Et puis post-UTMB, tu as quand même la fatigue mentale aussi. Comme tu l'as dit, c'est pas juste le jour de la course. Ça commence 6 mois avant à l'entraînement. Tous les jours, tu y penses, tu te craignes pour ça. Et donc voilà, c'est sûr que c'est lourd et les semaines qui suivent, c'est pas simple. Et j'ai fait le choix finalement de pas me remettre sur une autre course, de pas me remettre sur un autre événement pour justement pas me brûler mentalement. Je suis allé faire d'autres événements, je suis allé à l'île de la Réunion, je suis allé en Jordanie, mais c'était vraiment pour le fun, tu vois, il n'y avait aucune pression. Et j'ai réussi comme ça à surfer ce tsunami, cette vague, sans trop me faire ramasser. Et finalement, ça a été une coupure pour moi de septembre post-UTMB jusqu'à maintenant, qui a été finalement plutôt dans la saison, ce qui me permet en fait maintenant de me réentraîner. Voilà. Donc la motivation est de retour? La motivation est 100% de retour. J'ai réussi à faire ma coupure parce que l'année dernière, là, j'avais fait une expédition polaire qui m'avait beaucoup donné d'enseignements sur l'idée de finalement mettre le focus ailleurs que la course à pied, voilà, pour se régénérer physiquement et mentalement. Et c'est une belle leçon que j'avais tirée, que j'avais jamais fait dans les saisons d'avant. Moi, je courais tout le temps, hiver comme été, il n'y avait pas vraiment de coupure. Et donc j'ai voulu faire pareil, sauf que là ça s'est décalé un petit peu plus tôt dans la saison. Ça s'est fait en fin d'année dernière parce que cette année la saison se construit différemment. Il y a des objectifs majeurs qui arrivent beaucoup plus tôt que l'UTMB. On parle de juin, donc c'est sûr que l'entraînement il commence maintenant en janvier.
Ah oui, exactement. Tu le disais, l'expédition polaire que vous avez faite l'an dernier, il y a un documentaire. En ce moment, tu es en tournée. Tu étais à Québec hier soir pour la tournée de ce film-là, ce documentaire-là, Wapapunan. Je le prononce bien? Oui, c'est bon. Merci. Là, maintenant que la tournée de première est faite, comment on va pouvoir faire pour voir ce documentaire-là? Alors effectivement, hier c'était la dernière Ouais. de la tournée. On a fait la tournée en France et puis là, Québec. Pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, hein, parce que c'est pas tous les jours que je viens à Québec. On en profite. Exactement. Et c'était super. C'était vraiment une super tournée. Ça a été un franc succès. Ouais. Toutes les salles pleines, des belles salles de plus de 500 personnes en France. On a été vraiment contents. Et puis c'était un petit peu stressant pour nous aussi parce que t'as la tête dans le guidon, dans l'aventure, donc tu vis ton truc. Le film, bon, c'est le talentueux Jérôme Binette qui l'a fait. J'avais déjà travaillé avec lui sur Confiné. Puis il y a des centaines d'heures de rush, de vidéos. Ouais. Et au final, il y a des choix éditoriaux à faire pour sortir un film d'1 heure. Et voilà, après, quand t'es toujours la tête dedans, c'est dur de se dire est-ce que le film est bon ou pas, le montage, la chronologie, ce qui en sort, est-ce que les émotions vont être là ou pas. Et c'est dans les cinémas, tu regardes, t'entends les rires, t'entends les inquiétudes, tu vois si c'est bon, et puis tu poses des questions aussi. Et puis globalement, on a eu d'excellents retours, ce qui fait que maintenant, on va essayer de l'amener en festival. Ok. Maintenant qu'on a la validation que le film est quand même apprécié, c'est la validation il a peut-être sa place pour aller concourir dans un festival. On aurait pu sauter cette étape, mais comme finalement les images sont belles, on a des bons retours, on va l'amener en festival. Festival, ça peut durer plusieurs semaines, Ouais. plusieurs mois, donc on va le laisser un petit peu concourir là-dedans. Et puis ensuite, éventuellement, dans quelques semaines, quelques mois, on le mettra sur une plateforme. Il peut arriver aussi que des diffuseurs TV soient dans les festivals Ah oui. et ils décident d'acheter le film pour l'avoir sur leur chaîne. Donc tout est possible, on est assez ouvert. On verra, mais quoi qu'il en soit, c'était un super film. Et puis moi, j'étais un petit peu... j'ai fait un peu mon québécois chauvin. J'étais plus content finalement de passer le film au Québec qu'en France, parce que ça a été tourné au Québec et j'avais déjà vécu une première fois avec Confiné, cette fameuse aventure sur le GR1, des retours des Québécois qui m'avaient dit Matt, franchement génial, on a vu des images du cœur de la Gaspésie, des chic-chocs qu'on n'avait jamais vus parce que c'est difficile d'aller filmer là-bas. Et j'avais adoré ça finalement, de faire redécouvrir la région aux Québécois. Donc là, ce film a été aussi tourné au Québec et puis on a déjà eu des échos, voilà, territoire du Nord, un peu plus hivernal, des Québécois qui disent j'avais jamais vu des images de C'est ça, là-bas et c'est que c'est tu fais génial de découvrir faire redécouvrir ton propre pays, quoi. Exact. Puis Ça, même, j'adore. que ce soit le cœur de la Gaspésie, où oui, les gens vont en Gaspésie, mais dans les chic-chocs, dans ces montagnes-là, très profondément, c'est rare que les gens, le commun des mortels, y va. Puis bon, le Nord, je veux dire, la réserve Manicouagan, c'est un endroit qui est très reculé. Fait que c'est le fun qu'on aille, j'allais dire, un Français qui nous fait découvrir, mais en même temps, rendu là, peut-être que c'est plus tout à fait vrai, mais que tu sois là puis que tu fasses découvrir aux Québécois des territoires qu'ils connaissent pas. Puis Jérôme Binette a un grand talent pour aller à des endroits que peu de cinéastes iraient, dans le sens où j'adore les documentaires de course, je les écoute tous. Souvent, c'est beaucoup les ravitaux qu'on vit parce que l'équipe peut pas être partout sur un terrain. Jérôme est allé bien profond dans les sentiers avec toi au GRA1 et j'ai pas eu l'occasion de voir Wapapunan, j'ai très hâte de voir ça, mais j'ai aucun doute que Jérôme est allé là où bien des cinéastes seraient pas allés. Hein. Ouais, c'est ça la difficulté parce que tu disais il y a peu de personnes qui vont dans ces zones-là et ce peu de personnes qui vont là, ils n'ont pas le matériel vidéo, photo pour prendre ces images-là. Alors parfois c'est sûr qu'il y a des images qui sortent de cellulaire ou de GoPro, mais c'est pas la même qualité. Et effectivement, Jérôme est capable aujourd'hui d'aller mettre sa caméra là où certains n'oseraient pas mettre les pieds. Et voilà, c'est des caméras de très bonne qualité qui permettent de diffuser des films sur un écran de cinéma. Et c'est ça qui est beau finalement, parce que tu apprécies encore plus l'art et puis la beauté des paysages. Alors là, en particulier, le polaire, on parle de températures qui sont descendues à moins 40 en ressenti, ce qui fait que les appareils n'aiment pas beaucoup ça. Et c'est pour ça aussi que dans le polaire, quand tu cherches un petit peu des vidéos de qualité, il y en a très peu. Il y a des films, mais bon, c'est romancé. Oui. Mais des vraies expéditions polaires, finalement, il y en a très peu parce que tu te rends compte que le matériel n'aime pas ça. Les écrans à cristaux liquides givrent, les batteries s'arrêtent au bout de 3 minutes, les petits pitons se bloquent, il y a de la buée qui se met dans les lentilles, les systèmes électroniques se bloquent, le drone qui a une autonomie de 20 minutes tout d'un coup il a une autonomie de 1 minute, il y a tout qui gèle, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour prendre des images, donc on est vraiment
content d'avoir réussi à ramener de telles images pour les faire découvrir. Puis c'est des vraies images authentiques, c'est pas un film, c'est un documentaire, donc ce sont des vraies images. Tu as le don de t'affilier avec des cinéastes qui sont capables d'aller là où peu vont, parce que tu as travaillé avec Caroline aussi par le passé. Exactement. Ouais. Caroline, avec ce qu'elle vient d'accomplir en Antarctique, puis c'est une grande documentariste aussi qui va là où peu de gens vont, mais justement, ça ramène des images qui font rêver. Oui, puis ça prend des personnes aussi, outre le fait qu'ils sont capables d'amener leur caméra, de mettre en danger leur caméra, parce qu'ils en perdent aussi, on parle de caméras à plusieurs milliers de dollars là, il faut aussi quand même un certain niveau athlétique pour pouvoir suivre ces aventuriers, ces athlètes qui se dépassent dans ces milieux. Donc il n'y en a pas beaucoup, et quand on les a, voilà, il faut bien en profiter. Ouais. Je disais tantôt, j'ai failli dire un Français, Canadien et tout, on le sait, nous... t'es partie intégrante de la communauté trail, tes débuts en course sont faits ici au Québec, tu vis à Montréal, tu as un pied-à-terre à Montréal, mais là, avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as annoncé une bonne nouvelle, est-ce qu'on peut la partager comme ça? Écoute, ça fait 9 ans que je suis au Québec, je suis arrivé le 11 janvier 2014, ça fait 9 ans. Donc c'est sûr que c'est un Français qui fait découvrir le Québec aux Québécois, mais c'est aussi un Québécois de cœur depuis 9 ans, parce que voilà, le Québec m'a énormément apporté sur le plan professionnel et personnel. Et c'est sûr que ça fait longtemps que j'attends cette fierté de devenir citoyen canadien, et puis mon dossier est tombé dans une craque. Ça a été compliqué, voilà, on a réussi à le faire ressortir, et demain, lundi matin, j'ai ma cérémonie de citoyenneté où je vais avoir l'honneur de chanter l'hymne national et de prêter allégeance non plus à la reine mais au roi, et éventuellement, si tout se passe bien, de devenir citoyen incessamment sous peu. Félicitations, après 9 ans, c'est plus que mérité. Oh oui. Je te mettrai pas sur le spot, là, je te demanderai pas de nous chanter l'hymne national, mais moi je disais, j'ai un de mes très bons amis du temps où je travaillais dans le jeu vidéo chez Ubisoft, qui était un Français, qui a eu ce processus-là qui était complexe aussi, puis je lui disais, c'est très drôle parce que bien des Québécois ne pourraient pas chanter l'hymne national, mais les nouveaux citoyens le connaissent. Plus que ça, l'hymne national, je l'ai appris. Alors, je chante pas beaucoup parce que ma blonde, elle trouve que je chante très mal et elle rigole de moi. Et d'ailleurs, j'y avais demandé de pas être à côté de moi le jour de la cérémonie, parce que si tu rigoles et il y a quelqu'un qui te regarde, quand même, ça pourrait être pris comme un manque de respect. Donc, il faut faire quand même attention. Plus que ça, avant la cérémonie de citoyenneté, on a aussi un examen de connaissances sur l'histoire, la politique, et il est très complexe, et je pense que beaucoup de Québécois auraient du mal à répondre à des questions assez précises, comme qui a eu la croix de Victoria en telle année. C'est vraiment précis, c'est pas simple. Et voilà, ça montre aussi que le processus est bien fait pour bien valider les futurs citoyens. Tout à fait. Félicitations, c'est une bonne nouvelle. On est là pour parler d'un sujet bien précis. Je trouve ça super intéressant parce que c'est un truc qu'on a vu commencer à arriver. Les gens commencent à en parler. Puis je pense qu'en France, ça fait couler un peu plus d'encre qu'ici. Le Pro Trail Runners Association, parle-nous de la genèse de ça. Comment c'est venu? Toi, t'es un athlète pro, donc tu es impliqué avec ça, mais tu as été aussi dans les premiers balbutiements, tu as fait partie des premières rencontres. Parle-nous de cette nouvelle association-là. Écoute, j'ai su un petit peu plus tard qu'il y a eu une bougie d'allumage qu'on parlera tout à l'heure dans un des thèmes. Mais moi, c'était en novembre dernier, donc là, on est quoi? On est janvier, il y a 2-3 mois en arrière. Je reçois un courriel de Kylian Jornet, voilà, qui annonce qu'une nouvelle association se monte avec des coureurs professionnels. Voilà, dans le but de challenger un petit peu le monde du trail. Voilà, il faut savoir que le monde du trail, de la course en sentier, je ne sais même pas si le mot exploser en termes de volume est approprié, mais il y a 10 ans en arrière, tu regardes le nombre de courses au Québec ou même en France versus aujourd'hui, des fois c'est des facteurs de plus x10, donc même la courbe exponentielle n'est peut-être pas appropriée en termes de nombre de courses, en termes de pratiquants, ce qui fait que notre sport se construit de manière anarchique. Voilà, se construit de manière anarchique et se construit aussi parfois avec des organisations qui ont plus d'argent que d'autres. On est un sport aussi dont la fédération n'est pas délégataire de la gestion de notre sport comme d'autres sports où c'est les fédérations qui sont gouvernementales qui gèrent tout. Donc là, finalement, c'est plus structuré. Nous, c'est plus des organisations privées, des courses, des sponsors, enfin des marques aussi, voilà, qui construisent tout ça. Et donc, il y a des choses qui vont pas. Voilà, il y a des sujets qui vont pas. On va en parler. Puis c'était l'idée aussi originale de créer cette association. Alors, comment ça s'est fait ? Ils ont envoyé, donc ils étaient 3 à l'origine, Kylian Jornet, qu'on connaît très bien, on va pas le présenter, un certain Pascal Egli, un Suisse, et Francesco Pupi,
un Italien voilà, qui était vraiment à l'initiative de ce projet, ont invité 150 athlètes. Alors ils les ont choisis en prenant leur ranking ITRA ou UTMB World Ranking, en prenant, il me semble, top 10 hommes et femmes dans chacune des distances. Ça faisait à peu près 150 personnes, ou des athlètes qui avaient un contrat de sponsoring rémunéré. Donc voilà, ils ont été tous invités à rejoindre l'association et à participer à la première assemblée générale qui avait lieu en décembre. Et donc c'est à peu près vers le 15 décembre. Et si mes souvenirs sont bons, il y a à peu près 120 athlètes qui ont répondu de manière positive pour participer à cette association-là et s'impliquer. Voilà, donc comment ça s'est structuré? Il y a les membres, à peu près 120 coureurs. Il y a d'ailleurs les plus grands de notre sport. On parle de Courtney Dauwalter, François Daen, Kylian Jornet, etc. Mathieu Blanchard. Ouais, aussi. Et durant cette association, on a voté donc, pour un board, une équipe qui vont être un peu les gestionnaires de chacun des projets. Il va y avoir plusieurs cellules de travail en fonction des thèmes. Et les membres ont pour rôle de voter voilà, en fonction des projets, l'avancement de l'association. Et il y a un secrétaire général au milieu de tout ça qui gère un petit peu les projets, qui fait les bilans, les minutes des réunions, et ça s'est structuré comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que on en a tous déjà parlé du fait qu'il y a beaucoup de circuits, que le dopage, c'est drôlement administré, comment c'est administré. Tous ces sujets-là, je trouve qu'ils vont plus loin que seulement ces 120 athlètes-là élites qui sont là. Puis je trouve que c'est important qu'on en parle. Puis je pense que les gens qui écoutent vont le trouver intéressant pour deux raisons. Comme fan du sport, moi, tous les coureuses de trail que je connais, peu importe le niveau, sont aussi des fans du sport. On suit l'UTMB, on suit la Western, on est fiers de nos athlètes élites, on est fiers de voir des athlètes performer. Puis c'est important de comprendre comment ça se passe pour ces athlètes-là, puis de voir que, contrairement à bien d'autres sports, il y a une désorganisation par la multiplicité des circuits, par les sponsorings qui sont très inégaux entre deux athlètes élites. Il y en a qui peuvent vivre de ça, d'autres pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de disparités, puis je pense que comme fan du sport, de un, c'est intéressant de voir que ça s'organise, puis que ça vienne des athlètes. De deux, ça va plus loin que seulement les athlètes pros. Je veux dire, si les circuits sont complexes, ils sont complexes aussi pour les amateurs qui veulent un jour atteindre l'UTMB ou un jour atteindre la Western State. Ces circuits-là, c'est complexe, mais tout ce qui est empreinte environnementale, ça va bien au-delà des athlètes pros. C'est tous les athlètes de notre sport. Je veux dire, c'est notre terrain de jeu. Puis on se rend compte qu'il y a des organisations plus que d'autres qui ont peut-être moins de normes ou qui ont moins ce souci-là, ou à différentes échelles, il y a des grandes courses, des petites courses, mais chaque course a le potentiel de en faire plus d'un point de vue environnemental pour protéger notre écosystème là où on pratique notre sport. Donc, je trouve ça intéressant que oui, c'est un discours qui est intéressant pour les pros parce que c'est une association d'athlètes élites, mais ça a des effets sur l'ensemble du sport. Puis je pense que idéalement, si tout ce qui est mis de l'avant par l'association fonctionne, si les pressions sont mises au bon endroit puis que le sport s'améliore, c'est tout le monde qui en bénéficie. Bien sûr. Pas que les pros, pas que les amateurs, tout le monde de notre sport va en bénéficier. Tu fais bien de pointer ce sujet-là. C'est vrai que c'est une association, donc on l'a dit, de coureurs professionnels. Mais l'idée derrière tout ça, en fait, c'est de pouvoir mettre de la pression sur des institutions, sur des organisations publiques ou privées. Aujourd'hui, dans notre sport, on n'a aucun moyen de pression. Je te donne un exemple. Par exemple, prenons la plus grosse course, l'UTMB. C'est un cas extrême, ça ne se fera pas, mais c'est juste pour montrer de manière explicite comment ça pourrait fonctionner. On pourrait dire dans l'association, on boycotte la course. Aucun athlète élite ne va au départ si vous, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais si les bourses, par exemple, hommes-femmes ne sont pas égales, on ne va pas à la course. Mais je peux te dire qu'ils vont équilibrer. Donc c'est ça l'idée aussi de pourquoi on a choisi d'avoir une association de coureurs professionnels, parce que c'est eux qui vont pouvoir mettre finalement plus de pression sur certaines organisations que l'amateur. Mais comme tu le dis, les sujets, tu as commencé à mettre la table. Ce qui est du dopage, il n'y a pas que les professionnels qui se dopent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se dopent pour aller gagner un panier garni de saucissons. Il y en a vraiment. Alors, je sais. Voilà, donc ça concerne tout le monde. On parle de la multiplication des circuits de course. Mais on a un sport qui est quand même beau, c'est qu'on fait les mêmes courses. Les coureurs professionnels et les coureurs amateurs sont sur les mêmes circuits, les mêmes championnats. Donc c'est la même chose aussi. On n'a pas un sport où on est séparé comme dans le soccer ou dans le tennis où chacun est séparé. On est tous ensemble, donc ça s'applique à tout le monde. Tu as parlé de l'environnement aussi. Les enjeux environnement, bilan carbone, s'appliquent à tout le monde, aux amateurs comme aux professionnels. Et on a parlé aussi d'équité dans le sport, ça s'applique à tout le monde. Donc aujourd'hui c'est structuré comme ça, et j'imagine et j'espère que dans le futur, lorsqu'il y aura peut-être des choix de vote à faire,
les coureurs amateurs seront aussi impliqués et sollicités d'une manière ou d'une autre avec, je sais pas, des sondages ou une manière de voter. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui et c'est tous les coureurs qui doivent faire porter leur voix sur des sujets qui sont polémiques et qui évoluent pas forcément dans le bon sens. Exact. Mais je pense que ça va être intéressant de plonger ensemble dans ces 4 sujets-là pour creuser un peu, pour comprendre il est où l'enjeu, puis c'est quoi que la Pro Trail Runners Association veut faire changer là-dedans. Avant qu'on se lance, dans un article, j'ai vu la lettre que Kylian avait envoyée, le courriel qu'il avait envoyé à tous les athlètes, comme tu dis, l'invitation en novembre, puis ça terminait en disant: c'est pourquoi nous avons créé la Pro Trail Runners Association, où les athlètes professionnels peuvent faire entendre leur voix au même niveau que les autres parties, fédération, circuit, sponsor, et nous pouvons travailler pour rendre le sport plus juste, équitable et protéger nos droits en tant qu'athlètes. Je trouve que c'est magnifique. C'est très bien Comme résumé. tu le disais tantôt, il y a un développement anarchique du sport où les sponsors ont un poids qui est immense. Les sponsors s'associent à des courses qui, eux aussi, sont des grandes organisations qui ont un poids immense. Puis, je pense que les athlètes peuvent perdre au change dans tout ça. Puis, il faut peut-être ramener cet équilibre-là où les athlètes ont leur voix, les sponsors aussi. Je veux dire, si vous pouvez vivre de votre sport, c'est grâce à ces sponsors-là. Si on peut avoir des événements qui sont courus par les plus grands athlètes, comme des UTMB où l'élite mondiale est présent quasiment au complet à une même course, ben, ça prend ça pour le sport, pour les athlètes, mais en ce moment, il y a comme un débalancement. Le poids est vraiment plus d'un côté que de l'autre, là. Les plus gros acteurs actuellement dans notre sport sont les courses et les marques. Malheureusement, dans notre sport, les fédérations sont toutes petites et puis même, tu vois, les meilleurs coureurs ne vont pas faire les championnats de France, championnats du monde, championnats du Canada. Donc les fédérations, finalement, ne sont pas celles qui ont le plus gros poids. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas d'intérêt financier. Les fédérations, aujourd'hui, c'est les courses et les marques qui ont le plus gros poids et eux reste quand même central pour eux l'intérêt financier et aux dépens parfois d'autres sujets qui fait que la construction ne se fait pas dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il fallait rajouter aussi un poids, un acteur dans tout cet écosystème qui étaient les coureurs, qui eux aussi ont des manières de penser, qui ne sont pas forcément dans un intérêt financier, qui doivent aussi parler et puis appuyer leurs idées. Exact. On va plonger dans le premier sujet qui est l'antidopage, le dopage, mais j'ai compris aussi en faisant des lectures que ça a été la bougie d'allumage qui a un peu relancé ce projet-là. Je pense qu'en 2020, Kylian avait déjà eu l'idée de cette association-là, mais il s'est passé quelque chose dans une course où tu as participé cette année qui a été la bougie d'allumage qui a ramené le sujet en avant puis qui fait qu'aujourd'hui, on en parle quelques mois plus tard, là. Oui, tout à fait. On parle de Sierzinal, mi-août de l'année. Le gagnant Kangogo, le Kenyan, a été pris pour dopage. Et même quelques semaines plus tard, la Kenyane qui a gagné aussi a été pris pour dopage. Et il faut savoir que le dopage, ça reste tragique. Parce que ça peut avoir un impact, c'est sûr, temporel le jour de la course, forcément. Il y a le classement et puis il y a les intérêts aussi de gain de course, mais plus que ça peut ruiner la carrière d'autres athlètes. On l'a vu aussi dans les Olympiques. Quelqu'un est pris pour dopage 4, 5, 6 ans plus tard, la médaille c'est fini. Et ce qui se passe aussi, c'est que peut-être celui qui finit 4e au pied du podium, au moment du renouvellement de son contrat en fin d'année, comme il n'a pas eu son podium, il va pas être renouvelé. Donc ça peut avoir vraiment de gros impacts. J'ai un exemple aussi, une Australienne qui est dans le team Salomon, une jeune là, qui a fini 31e à Sierzinal ou 21e, je sais plus, mais peu importe, à une place près d'avoir tout son voyage payé pour aller faire la finale de la Golden Trail Series à Madère. Elle était à une place près, donc ça a été difficile pour elle de trouver finalement les fonds. Je ne sais même plus si elle allait ou pas, mais peu importe. Ce qui fait que la Kenyane qui a triché, lui a pris sa place. Donc ça peut avoir, le dopage, des impacts collatéraux énormes sur la carrière des athlètes, sur la renégociation de leur contrat, sur la fierté des positions, et donc c'est grave le dopage. Et je pense qu'aujourd'hui dans le trail, on va en parler, mais le système de contrôle antidopage est pas exceptionnel. Et voilà, ça a été la bougie d'allumage, comme tu dis, trop plein pour relancer l'association et pour avoir un moyen de pression fort sur ce thème-là. Exact. Je pense que l'absence d'une fédération mondiale, l'absence de, je veux dire, il y a des circuits, mais c'est extrêmement coûteux si chaque circuit, chaque course individuellement décide de mettre en place un système de dopage. Puis même si ont les poches profondes, puis sont capables de payer les 100 000 € que ça coûte pour avoir un test antidopage à la fin, on le sait qu'on pourrait se doper à l'année longue, puis un nombre de temps X, un mois avant la course, tu stoppes le dopage. Oh, t'arrives clean lors du test à la fin de la course, tout est beau,
mais par en arrière, tu passes le reste de l'année à te doper. Donc, il n'y a pas vraiment de test qui permet En fait, il n'y a pas de structure qui permet de tester les gens un peu plus aléatoirement, ce qui est le cas dans d'autres sports. En cyclisme, en des sports olympiques et tout, ça cogne à la porte. Oh, monsieur, vous devez tester aujourd'hui, aller pisser dans un petit pot. Là, ici, c'est pas ça du tout. Donc, parle-moi un peu comment ça se fonctionne, toi qui as eu à le vivre dans certaines courses. Comment ça fonctionne, le test antidopage? Comment c'est normé à l'intérieur du sport? Alors tu l'as dit, il y a une agence internationale, l'agence mondiale antidopage, il me semble, qu'on appelle aussi la WADA en anglais, World Anti-Doping Agency. Et dans plusieurs sports où la fédération est centrale, la fédération finalement est gouvernementale, donc n'a pas le choix de finalement avoir les subventions et le budget pour mettre en place des contrôles antidopage vraiment très stricts, où il va y avoir des contrôles durant la compétition, juste avant, juste après, mais aussi des contrôles aléatoires dans l'année. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec le dopage, c'est que les produits que tu prends peuvent disparaître après un certain temps. Et donc, les athlètes qui sont bien suivis par des médecins qui ont finalement décidé de quitter leur code de déontologie et d'éthique et de déchirer leur serment d'Hippocrate, accompagnent ces athlètes-là. Ils savent exactement, je sais pas, tel produit, tu arrêtes de le prendre 3 semaines avant la course et ça va passer. Donc, cette agence mondiale antidopage a mis aussi des contrôles hors course, donc durant l'année, de manière aléatoire. Et les athlètes doivent aussi tenir un carnet à jour de leurs déplacements et où ils sont géographiquement dans l'année. Ce qui n'existe pas dans le trail. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement cher. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de... Les courses sont privées. Les marques sont privées et les coûts sont énormes. On parle de, tu l'as dit, il me semble qu'avec 100 000 euros, avec la WADA, donc c'est quand même important, tu as le droit à suivre 5 athlètes sur une année pour des contrôles aléatoires, plus, je sais pas, une trentaine sur la course. C'est énorme. Je rappelle que les courses privées, leur intérêt principal, c'est la finance finalement. Donc, soit pour faire des investissements, pour faire grossir leurs courses, pour faire venir plus de coureurs, ou tout simplement se mettre l'argent dans les poches. Donc, ils ne sont pas obligés d'investir de tels montants pour des contrôles antidopage. Et malheureusement, on a des athlètes qui se dopent probablement durant l'année hors course et qui sont capables de passer à travers les tests de la course. On a quand même une organisation de dopage, antidopage dans le trail actuellement, qui s'appelle le programme Quartz. Mais c'est différent. Voilà, c'est plus programme Quartz, c'est un suivi médical à la base, c'est plus un programme qui a été fait pour de la prévention. Tu vois, ils ont même ajouté certains produits que la WADA autorise. On parle par exemple des anti-inflammatoires qui aujourd'hui, s'ils sont pris dans des conditions de chaleur ou de fatigue, peuvent te faire perdre des reins. Donc c'est extrêmement dangereux. Il y a eu des accidents graves et aujourd'hui les anti-inflammatoires sont interdits par Quartz. Donc on rajoute des éléments comme ça. Mais voilà, Quartz va faire des contrôles juste avant la course, juste après la course. Et éventuellement, ça m'est déjà arrivé de recevoir un courriel de Quartz pour aller faire une prise de sang dans les 48 heures, mais non contrôlée. Donc je pourrais très bien envoyer mon frère, mon père aller faire le contrôle de sang et puis passer au travers. Donc voilà, c'est assez limité. Il y a aussi des avantages sur Quartz, c'est qu'ils sont un peu plus radicaux aussi que la WADA sur les fameuses ordonnances thérapeutiques. Voilà, aujourd'hui, il y a des athlètes on pourrait prendre comme exemple Lance Armstrong, par exemple, pour ne pas le citer. Il avait 10 produits, il y a une dizaine de produits sur ordonnance thérapeutique. Encore une fois, le médecin qui était à côté de son éthique a accepté de signer des certificats pour des ordonnances thérapeutiques pour prendre des produits illicites et interdits, ce qui lui permettait de concourir comme ça. Et puis en plus de ça, il avait un cancer, il me semble, une testicule, qui lui permettait de justifier encore plus ces produits-là. Quartz a un positionnement un peu plus radical là-dessus, c'est aucun produit. Si tu prends des produits, si tu es malade, tu te soignes et quand tu seras soigné, tu viens concourir, tu viens faire la compétition, mais tu ne peux pas prendre de produits même avec une ordonnance thérapeutique. Ou si tu le fais, c'est un classement qui n'est pas celui des personnes qui ne prennent pas de produits, 2 classements différents. On a eu récemment aussi une petite polémique qui était sortie. Il me semble que c'était une course de la Golden Trail Series aux États-Unis où c'était Joe Gray qui avait refusé d'aller faire le contrôle Quartz parce qu'il a une ordonnance thérapeutique, je ne sais plus quel produit, il me semble que c'est sur la ventoline pour l'asthme, et donc il savait pertinemment qu'en allant faire son contrôle Quartz, il allait passer positif.
Et voilà, il me semble qu'il avait fait passer ça un peu sur non, je veux pas faire Quartz parce que finalement je veux pas soutenir ce programme-là parce que c'est pas un bon programme, parce qu'ils font pas des contrôles hors dopage dans l'année. Donc c'était une manière un petit peu de passer à travers, mais tout ça pour dire que c'est complexe. Voilà, il y a plusieurs organisations et il faudrait finalement prendre le meilleur des deux programmes, entre la WADA, entre Quartz. Moi, je serais pour, par exemple, un petit peu comme Quartz, que tous les produits soient interdits. Ouais. Parce que même un asthmatique peut prendre le départ d'une course sans prendre de Ventoline. Et si, pendant la course, éventuellement, il fait une crise et qu'il doit sortir sa Ventoline pour la prendre, mais il arrête sa course. De toute façon, tu es en train de une crise d'asthme, t'arrêtes ta course, peu importe. Là. Voilà. Et il faudrait aussi des contrôles antidopage toute l'année, mais le nerf de la guerre réside finalement dans le coût de ces programmes-là, et aujourd'hui les courses ne sont pas obligées de le faire. Exact. Puis, comme tu dis, c'est un investissement qui est énorme. Même nos plus grandes courses, 100 000 €, c'est beaucoup. Attention, certaines courses aujourd'hui font quand même des revenus qui leur permettent d'aller réaliser ces tests-là, mais bon, c'est des choix stratégiques aussi de course, d'entreprise. Et puis aujourd'hui, l'association des coureurs pro veulent mettre un petit peu de pression pour que ces contrôles antidopage soient un peu plus gros. Puis en ce moment, mettons comme le Kenyan dont j'oublie le nom, Marc Kakongo, il a été banni pendant 3 ans. Donc là, il est test positif. Bien sûr, on lui enlève sa victoire à cette course-là. Il est 3 ans sans pouvoir faire de la compétition. Il va revenir. Est-ce que dans ce que le Pro Trail Runners Association veut, on parle de, publier les cas, d'être capable de le mentionner, que ce soit écrit quelque part. C'est bien aussi ce que tu dis, le Quartz aussi n'a pas à publier les résultats. Quartz, s'ils prennent quelqu'un avec un produit illicite, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est prévenir le directeur de course, et ensuite le directeur de course fait ce qu'il veut. Soit il élimine le coureur, soit il l'annonce de manière publique, mais Quartz n'a pas pour mission d'exposer le cas et d'aller aussi en justice. Puis même à Cerzinal, tu parlais de Esther Chezang qui a remporté, mais elle a toujours sa victoire aujourd'hui parce qu'il y a eu un truc administratif. Je pense qu'elle avait testé positif avant la course, puis le dossier s'est un peu perdu, puis c'est pas rendu aux bonnes personnes au moment où elle a pris le départ, puis elle a remporté cette course-là 3 ou 4 mois après avoir testé positif à des substances de dopage. Ouais, notre sujet, donc caché. Voilà, il y a l'organisation internationale antidopage, il y a des organisations aussi nationales, plus locales, donc qui sont liées sous le chapeau de l'international. Et aujourd'hui, c'est local, et puis dans des pays africains, il peut y avoir un petit peu de corruption aussi. Et elle avait déjà été prise pour des produits illicites quelques mois avant la course, et ça avait été caché par sa fédération, par le gouvernement, parce que voilà, c'est une image aussi pour le Kenya. Et c'est ça qui est tragique aussi aujourd'hui, c'est que on peut aussi avoir le meilleur programme, les meilleurs tests. On peut aussi avoir de la corruption et où les tests sont cachés. Donc c'est très complexe l'antidopage. Ça me rappelle aussi le fameux documentaire Icarus que tu as peut-être vu, avec carrément un programme de dopage pour les athlètes russes qui avait été subventionné et puis caché par le gouvernement russe, avec carrément donc tout un programme pendant les 4 ans de préparation de dopé, et même pendant l'événement en Russie, il y avait eu des changements de fioles d'urine ça avait été un truc de fou. Donc pour dire que c'est complexe, on peut avoir le meilleur programme, mais il peut y avoir aussi de la corruption au milieu de tout ça, et voilà, c'est pas simple, mais en tout cas, dans le monde du trail, on est encore au balbutiement et on veut mettre de la pression là-dessus. Puis d'où aussi le fait que ça prend quelque chose qui est indépendant, parce que comme tu le dis, on peut pas faire confiance à chaque fédération. La majorité des fédérations doivent être très clean de ce côté-là, mais il suffit qu'il y en ait une qui décide, comme les Russes aux Olympiques, comme le Kenya dans ce cas-ci, qui a camouflé des résultats. Ça prend une forme d'indépendance là-dessus, puis justement, c'est ce que je vois dans ce que la mission de l'association veut. On veut que on publie les cas en disciplinaire, que ce soit publié, que ce soit mentionné, demander au circuit privé de se qualifier comme Major Event Organization, donc du WADA. Exactement. Donc s'assurer qu'il y ait quelque chose qui est plus organisé que ce que c'est en ce moment, où je sais qu'il y a des courses qui le font. Tu t'en vas à la Western States cette année, j'ai entendu l'histoire un peu loufoque de Adam Peterman qui l'a remporté l'an dernier, puis il était le premier à rentrer dans la tente antidopage, mais il était tellement déshydraté de sa course que ça lui a pris des heures, puis tous les coureurs et coureuses, tout le top 10 hommes-femmes se faisait tester, puis il était le dernier à finalement réussir à aller uriner. Bon, c'est une histoire anecdotique parce qu'il l'a raconté dans un podcast, donc on a compris, OK, à la Western, il y a un test top 10 hommes-femmes juste après.
Mais comme tu le dis, ça veut rien dire sur ce qui se passe avant, puis il y a des médecins qui décident de tourner le dos à leur ordre professionnel, au serment qu'ils ont prêté, puis qui vont, après ça, s'en foutent, puis permettent à des athlètes de pouvoir se doper. Là. Et ce qui arrive aussi, on se pose la question, mais pourquoi le dopage arrive? Parce que voilà, le monde du trail, comme on l'a dit, grossit. Quand ça grossit, il y a des finances qui arrivent. Et malheureusement, l'argent va inciter des personnes à se doper pour aller gagner. Et puis on pense aux Kenyans. Moi, je les comprends un petit peu en quelque sorte. Certains Kenyans vivent dans la misère. Et puis on leur dit que s'ils vont gagner des courses dans l'hémisphère nord, ils vont sortir de la misère, gagner beaucoup d'argent et puis ils n'ont rien à perdre. Nous ici, dans l'hémisphère nord, tu te fais prendre pour dopage, t'imagines la honte à vie, le suivi au niveau social, t'es ruiné. Exact. Tandis qu'eux, ils n'ont rien à perdre, ils se font prendre, ils rentrent chez eux et puis ils continuent à vivre, ils se font pas flageoler, quoi. Donc c'est difficile et voilà, je pense qu'il y a aussi un gros travail d'éducation à faire et de sensibilisation parce qu'aujourd'hui, enfin moi en tout cas, peut-être que je ne suis pas au bon endroit au bon moment, mais j'ai jamais été éduqué ou sensibilisé au dopage. Quel est l'impact des produits, et ça, il y a aussi un travail à faire là-dessus en plus de l'organisation des tests. Exact. Puis on a vu même cette année, Sierzinal, j'en reviens encore là-dessus, Petro Mamou qui avait été pris pour dopage en 2017. Il y a eu quelques années banni, il revient. Je dis pas qu'il est encore là-dessus, pas du tout, mais ça reste que c'est drôle que quelqu'un qui a été pris, qui avait gagné des courses contre Kylian, des grosses performances, il a enlevé des championnats à d'autres athlètes en remportant, pris pour dopage, 3 ans, dont 2 ans et demi de pandémie sur ces 3 ans-là, fait qu'il n'a pas manqué grand-chose, revient, termine encore là, Sierzinal, il est sur le podium maintenant que Marc Kakongo est sorti du podium. Toi, personnellement, tu n'es pas associé dans le sens où tu es membre de cette association-là, tu n'es pas dans les têtes dirigeantes. Je te demande ton opinion personnelle. La durée que devrait être ce bannissement. C'est ça le bon terme? La durée de ce bannissement, disons-le comme ça. Est-ce que ça devrait être à vie? 3 ans, c'est suffisant? Moi, j'ai une position assez radicale là-dessus, c'est à vie. Ouais. Voilà, c'est à vie. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mais quand tu te dopes, ce qui se passe, c'est que tu vas être capable de t'entraîner plus, de peut-être aussi avoir des adaptations physiologiques, en prenant le PO par exemple, qui va augmenter ta quantité de globules rouges, d'oxygène, et donc tu vas pouvoir t'entraîner plus et développer plus de mitochondries dans tes muscles, développer ta VO2 max, et donc même si tu t'arrêtes de doper, à un moment donné, tu as pris, 10% de progression, mais ça reste. Le corps a quand même une mémoire à vie, on le voit, quand on s'arrête de s'entraîner quelques semaines en course à pied, on revient, c'est un petit peu difficile, mais très vite, tu reviens au niveau où tu étais, c'est pas comme quand tu commençais. Donc, tu as un upgrade quand tu te dopes que tu vas te servir toute ta vie. Et pour moi, je suis assez radical, ça serait à vie. Éventuellement, pourquoi pas? On va pas non plus être extrême à interdire de faire du sport, parce que le sport, ça reste quand même la santé et physique et mentale. Mais en tout cas, ok pour venir faire des compétitions, mais plus classé. T'es plus classé avec ceux qui ne se sont jamais dopés. Après, il y a aussi, moi je peux te dire, je connais le fameux Petro Mamou dont tu cites, heureusement qu'il n'est pas en Europe parce qu'il a une image, tu vois, les autres athlètes le regardent avec un dégoût, il est mieux tout le monde, vraiment, les gens le regardent avec un regard, Ça doit pas être simple pour lui aussi à vivre, tu vois, donc il vit aussi, je pense, son fardeau de se faire regarder comme ça, ça doit être très lourd pour lui. Mais voilà, moi je suis assez radical, tu te dopes, c'est plus jamais en compétition à vie, quoi. Ouais, puis si à un moment donné les pressions de l'association fonctionnent, qu'il y a quelque chose d'un peu plus organisé qui se met en place, si justement c'est communiqué puis c'est dit haut et fort que tu te fais prendre une fois, t'es banni à vie, entre 3 ans hors compétition ou à vie, peut-être que tu y penses 2 fois, puis même si t'as rien à perdre et tout, ça reste que la personne dont on parlait tantôt va revenir dans 3 ans, va pouvoir compétitionner comme il veut. Là, t'es banni à vie, tu y penses un peu plus longtemps. Un peu comme le système de la prison et les crimes. Hein. Ah oui. Au plus la sanction est lourde, au plus tu te poses la question 2 fois entre faire la bêtise ou pas. Clairement. Deuxième thème qui est mis de l'avant par l'association, compétition, championnat, circuit. On le sait, on le disait tantôt, c'est complexe. Puis même comme fan du sport, on aime les Jeux olympiques parce qu'à un moment donné, dans ces sports-là, on peut dire, OK, cette année, en ce moment, dans notre sport, c'est X personne, c'est cette personne-là qui est la meilleure au monde. Les championnats du monde dans des sports plus organisés,
encore là, il y a un classement en fin d'année, tu sais c'est qui a mieux performé et tout. En trail, c'est plus complexe. Il y a des cotes qui diffèrent entre l'ITRA, l'UTMB, World Series. L'UTMB est un circuit bien organisé maintenant, mais il y a aussi les championnats du monde comme il y avait en Thaïlande. Donc, tu as un championnat du monde, mais c'est pas tous les athlètes qui y sont. C'est extrêmement complexe, ce système-là. C'est un écosystème avec plusieurs courses. Puis contrairement à d'autres sports où tu peux compétitionner chaque week-end, chaque 2 week-ends, ben, si on parle de du 100 000, ça serait impossible de faire un circuit avec une course par mois, puis à la fin d'année, tu as un classement, puis voici le meilleur. Donc, il y a ce côté-là qui devient extrêmement complexe. Puis je pense que, parle-moi de la position de la Pro Trail Runners Association par rapport à cette complexité-là de circuits, de championnats, de ligues. Ouais, tu l'as dit, c'est difficile de suivre finalement en tant que spectateur ce sport-là, même en tant que fan. On ne sait plus finalement qui est le champion, pas champion. C'est hyper dilué parce qu'il y a énormément de courses, de circuits, de championnats. Encore une fois, c'est la croissance fulgurante de ce sport. Il y a des budgets pour certains de créer de nouvelles courses de plus en plus et on s'y perd. On a un sport qui n'est pas sous l'égide d'une seule fédération, ce qui rendrait tout beaucoup plus simple, comme par exemple, je reprends cet exemple, le soccer, le basket, le hockey, il y a une fédération qui gère le sport, il y a un seul championnat, et puis bon, il y a des niveaux après, puis il y a une coupe du monde, une coupe nationale, et puis tu sais qui est le champion, c'est beaucoup plus simple. Nous, on a un sport où il y a déjà plusieurs fédérations, et encore une fois, c'est pas la fédération qui est délégataire de gérer notre sport, donc c'est plutôt les circuits, et puis ceux qui ont les plus gros moyens, qui sont capables de créer des courses, donc ce qui est complexe, c'est qu'il y a des circuits et des championnats. Ouais. Déjà, ça c'est compliqué. Le circuit, comment ça fonctionne ? En gros, c'est l'accumulation de points sur plusieurs courses. Voilà, et puis tu as un résultat final en fonction de tous les points que tu as fait sur plusieurs courses. Et un championnat, c'est des qualifications type UTMB qui vont t'amener à une finale. Et puis c'est à la finale que tu as le classement final. Les circuits, actuellement, il y en a 4, donc hyper compliqué. Je reprends mes petites notes parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais il y a le circuit de la Coupe du Monde, la World Cup, celle qu'il y a eu récemment en Thaïlande, le Skyrunner World Series, la Golden Trail World Series, la Spartan Trail World Championship. Donc déjà, on a 4 circuits. Et puis c'est des distances qui peuvent être similaires aussi, donc les athlètes sont répartis sur chacun de ces circuits. Parfois aussi c'est les partenaires, sponsors, marques qui les poussent à aller dans un circuit ou l'autre parce qu'ils ont des intérêts eux aussi financés dans ces circuits-là, donc c'est vraiment mêlant. Surtout que quand tu parles Skyrunner World Series, Golden Trail World Series, c'est des types de compétitions vraiment identiques. Tu sais, longtemps les courses qui sont aujourd'hui dans la Golden Trail, Sierre-Zinal, Zegama, même distance, même dénivelé, c'est très similaire, identique. Tu termines l'année, tu as un champion, une championne Skyrunner World Series, puis un champion, une championne Golden Trail. Et un champion du monde et une championne du monde. C'est qui notre meilleur là-dedans? Voilà. On sait pas. Puis même pour un athlète, ça doit être difficile de dire je veux compétitionner au plus haut niveau, je veux être remarqué par des sponsors. Il existe 4 circuits, 10 championnats. Qu'est-ce que je choisis là-dedans? Des fois, c'est des choix de cœur, des fois, c'est des choix d'opportunité, des fois, c'est même ton partenaire qui te pousse à aller dans tel ou tel circuit. Tu sais plus si c'est le bon choix ou pas. On parle des circuits, mais tu disais 10 championnats aussi. Donc, les championnats, il y a l'UTMB World Series, la plus connue, le Skyrunning World Championship, le Xterra Trail Running World Championship. Je passe, mais il y en a énormément. Et encore une fois, même dans les championnats, c'est mêlant au plus haut. Tu sais, pour mettre en perspective les gens, pour comprendre vraiment la subtilité, c'est que dans un circuit comme le Golden Trail, chaque course donne des points, puis à la fin, tu as un classement indépendamment de la finale ou peu importe, versus l'UTMB World Series, c'est la première année cette année que c'est vraiment sous cette forme-là, mais tu dois te qualifier par d'autres courses, mais le classement final est le classement de l'UTMB. Exactement. Sur le 160 km, sur le 170 dans ce cas-ci, tu vas faire une course qualificative à The Canyons, tu vas aller faire une course ailleurs, tu vas gagner ta place en finale, la finale est l'UTMB. Donc, même si tu as gagné 3 courses de la série en début d'année, si tu abandonnes l'UTMB, tu n'es pas dans le classement final. Fait que c'est la différence. Dans tous les cas, très complexe tout ça. Puis il y a même d'autres circuits. Distances. Il y a d'autres circuits privés, Spartan Trail Championship, il y en a plein donc au final. Et il y en a même qui arrivent encore. Moi j'ai des échos de nouveaux circuits, nouveaux championnats qui arrivent. Bref, l'association veut se mettre maintenant un petit peu au milieu pour dire les gars, on se calme un petit peu, on va essayer de s'asseoir tous ensemble, tous les circuits, tous les championnats ayant une discussion pour essayer de recentrer un petit peu tout ça, donner un petit peu plus de clarté dans ces circuits. Et puis aussi, on parle de comprendre tout ça, mais aussi pour les athlètes, c'est hyper compliqué. Et puis aujourd'hui même, le système fait que tu vas pousser les athlètes à faire plus de courses entre les circuits, entre les championnats pour aller se qualifier. Et puis la santé peut être mise en péril, donc c'est compliqué. Ouais, puis tu sais, je pense que ça fait que le talent est dilué aussi. Je veux dire, l'UTMB, Western States demeurent des courses qui sont
indépendamment des circuits dans lesquels ils sont, ça demeure que c'est des courses qui ont une réputation énorme puis qu'il y a toujours un énorme plateau élite, mais ça demeure que sur certaines de ces courses-là, sur certaines, tu sais, à la fin de l'année, il y a des circuits plus petits que le grand gagnant du circuit ferait peut-être pas un top 40 à l'UTMB, puis c'est correct que tu remportes un circuit, mais si c'est normé puis on dit ce circuit-là, c'est le circuit junior pour les 18-24 ans, puis ensuite le circuit pro, c'est ça, tu sais, un peu comme le golf par exemple, ben t'as la PGA, t'as la WPGA, mais t'as aussi LPGA, bref, et t'as le circuit junior où t'as les futures vedettes qui vont compétitionner entre eux, puis à un moment donné, de ces championnats-là, ils vont monter dans la grande ligue. Là, en ce moment, tout le monde peut être partout en même temps. Les distances aussi font que notre sport est complexe. Comment tu veux comparer un athlète qui est pro en kilomètre vertical sur 100 000? Ben, dans certains classements, dont l'ITRA, dont le UTMB World Series, t'as des classements généraux basés sur une cote qui compare toi avec la personne qui fait des kilomètres verticaux 3 fois par année, puis l'autre personne qui fait des 200 mètres. C'est difficile de vraiment tracer une ligne dans tout ça, puis au final, le talent est dilué, puis les athlètes savent pas où donner de la tête non plus. Là. Ce qui est complexe aussi, c'est qu'on fait un sport nature. Ouais. La nature, tu peux pas la contrôler. Et donc, on essaye de cadrer un petit peu en termes de distance, en termes de ratio distance-dénivelé. Donc, faut pas enlever ça aussi à tous ces organisateurs, que c'est complexe d'essayer de structurer, de cadrer nos courses, nos circuits, parce que la nature est incontrôlable et varie aussi d'une année à l'autre avec les impacts météorologiques. Mais c'est un sujet, je pense que ça va être le sujet le plus complexe, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui des circuits et des championnats que pour tenter de restructurer tout ça, et puis il y a des moyens tellement énormes que ça va être difficile. C'est ça, c'est que c'est des gros intérêts financiers. Puis la plupart de ces circuits-là sont supportés par des partenaires. Donc, des équipementiers, des Salomon, des Oka, sponsorisent ces circuits-là. Ça n'enlève pas l'indépendance du fait que le meilleur athlète gagne, peu importe, mais ça reste que, comme tu dis, dans certaines écuries, ben, je veux dire, ils vont pousser l'athlète à aller compétitionner dans la circuit dans lequel ils mettent beaucoup d'argent. Donc, encore là, ça dilue le talent pour des intérêts financiers. Puis après ça, ben, tu as des grandes organisations, on en a parlé plusieurs fois à l'UTMB, mais il y en a d'autres organisations comme ça qui regroupent des courses entre elles. Puis ça fait que, côté horaire, ça n'a plus de sens non plus. Là. Je veux dire, je vois dans la mission de l'association, il y a ça aussi, tu sais, s'assurer qu'il y a un classement unifié, oui, mais aussi s'assurer qu'il y ait un calendrier qui évite les chevauchements, parce qu'en ce moment, ça pitch partout, puis ça devient complexe pour des athlètes élites qui veulent faire un calendrier qui a du sens pour eux, t'sais, dans le sens où, comme tu le disais, un 100 000, tu peux pas en faire 8 dans l'année. Il y en a qui le font, mais c'est plutôt rare à un niveau compétitif. Là. Ouais, puis ce qui est fou, un exemple clair, le championnat du monde. Championnat du monde, donc là, pour le coup, c'est fédéré, c'est les fédérations. Ouais. Pourquoi on n'a pas les meilleurs athlètes du circuit sur le championnat du monde? Parce que c'est chevauché avec d'autres compétitions, parce que aussi il se peut que ça peut être les partenaires. Voilà, quand tu vas courir au championnat du monde, bah, tu dois porter le maillot d'une autre marque, donc ça rend complexe et on a un problème. Ah oui. Championnat du monde, on n'a pas les meilleurs athlètes fédérés, il y a un problème. Non, c'est ça. Puis encore là, cette année, mettons, je reviens sur Adam Peterman, champion de la Western State. Clairement, il y a eu une saison éclatante. Il est allé au championnat du monde, avec tout le respect pour tous les athlètes qui étaient là. Il l'a remporté, mais est-ce qu'il est le meilleur athlète du monde présentement dans cette discipline? Difficile à dire, il n'était pas à l'UTMB, au même titre que Kylian et toi étiez pas à Western, puis il y a la Hard Rock où Kylian et François. Tu sais, à un moment donné, là je parle de juste le top 3, 4, 5 élites au monde, mais c'est de même à tous les niveaux, dans tous les sports, en Golden Trail, dans des compétitions marathon de montagne. Encore là, il y a tellement de circuits, ça devient complexe. Là. Ouais, c'est complexe. Et puis, on essaye avec ces classements, fameux classements ITRA, UTMB, World Ranking, mais moi, je le vis, je suis à l'intérieur, je sais parfois que c'est un système qui vaut ce qu'il vaut, mais il a ses limites. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des courses où je sais que j'étais vraiment au-dessus de mon niveau ITRA, à des moments où je me retrouve avec une cote pourrie, tandis que d'autres courses où j'étais plus relax, ça s'est pas même passé, je me retrouve avec une haute cote. Donc voilà, le système est bien, ça fonctionne, mais il y a quand même parfois des limites. Non, le calcul est complexe, mais on le voit même à notre niveau. Chaque athlète, moi je regarde ça une fois de temps en temps pour le fun, puis tu vois les disparités entre des performances, puis ne serait-ce qu'il y a une année, j'envoie une blague à Jeff Tapp en Gaspésie. L'année qu'on s'était vu en Gaspésie d'ailleurs, il y avait un 12 km sur l'île Bonaventure, qui est à chaque année, c'est le vendredi soir. Puis cette année-là, la tempête était horrible, il mouillait de côté, tu étais supposé toi aussi être là. Ouais. Ça s'est transformé en 8 kilos sur une plage très plat, c'est quasiment pas de la trail. Mais rendu à inclure le classement, ben Jeff avait déjà inscrit ses distances, donc ça fait que j'ai fait 38 minutes, c'était bien.
mais ça me fait une cote basée sur un 38 minutes, sur un 12 kg à 400 mètres de D+. 12 kg avec 400 mètres de D+, je te confirme qu'il n'y a pas grand monde qui font 38 minutes. Non, fait que ça nous fait des cotes qui n'ont aucun sens. C'est un exemple du problème de ce circuit-là, de ce calcul-là. Puis après ça, tu veux comparer quelqu'un qui gagne un 200 000 en 56 heures, puis un kilomètre vertical en 34 minutes. C'est le même calcul. On voit qu'il y a un problème là. Prochain sujet, je pense que celui-là, on a beaucoup à dire. Le droit des athlètes. On parle ici des enjeux où il y a une iniquité entre les athlètes d'un point de vue des valeurs des contrats, des prix en argent, des nombres d'entrées gratuites, des suivis médiatiques. On parle aussi de diversité là-dedans, puis ça va même plus loin jusqu'au congé de maternité. En ce moment, je lisais un peu les enjeux actuels puis les revendications, puis je trouvais ça pas drôle, mais je trouvais ça intéressant de voir que ça ressemble beaucoup à des revendications très typiques syndicales pour des industries beaucoup plus classiques comme le domaine manufacturier ou le domaine du travail. Des choses qui, on pense, qui sont réglées, en tout cas au Québec, sont bien réglées dans plusieurs dossiers du travail. Dans le trail, c'est complètement n'importe quoi, la façon que tout ça est géré, l'équité salariale, la gestion des congés de maternité. Parle-moi de ce point-là du droit des athlètes. Écoute, moi je suis là-dedans depuis plusieurs années et comme je te disais tout à l'heure en introduction, j'ai eu post-UTMB 2022 plusieurs propositions de marques, et donc ça m'a permis de voir un petit peu aussi d'autres contrats que ceux qui sont proposés par Salomon, et effectivement il y a une énorme disparité, et il y a aussi aucune transparence. Il n'y a aucune transparence de contrat. Donc personne ne sait comment ça fonctionne les uns par rapport aux autres. Et il y a aussi une énorme précarité. On parle de rémunération, on parle aussi de protection de l'athlète s'il se blesse. Alors peut-être, je ne sais pas, je te dis ça au hasard, peut-être que certaines marques vont te dire si tu es blessé 1 mois, c'est une clause de rupture de contrat. D'autres, si tu es blessé 6 mois, c'est une clause de rupture. Donc il y a aussi une certaine précarité. On parle d'équité aussi. Hommes, femmes, rémunération. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, mais peut-être que les femmes sont moins rémunérées que les hommes. Équité du handicap aussi. Voilà, donc, et puis tu l'as évoqué aussi. Les projets enfants pour les femmes aujourd'hui, dans les contrats, il n'y a pas vraiment de clause par rapport à ça. Donc, ça pourrait être aussi un objet de rupture. L'impact est immense sur une carrière professionnelle. Exactement. Puis on en parle dans tous les sports, mais une femme ne devrait pas devoir mettre son projet famille de côté. Puis je dis les femmes parce que c'est principalement elles que l'impact est grand sur la carrière. Les femmes ne devraient pas devoir mettre leur carrière sur la glace ou sentir qu'ils doivent reporter le projet bébé à plus tard parce qu'ils ont une carrière en ce moment, puis que c'est précaire, puis que c'est tellement... je pense que si je manque une année de compétition, je vais tout perdre mes sponsors, puis je pourrais plus le faire, donc je remets à plus tard le projet. Ça devrait pas être ça, tu sais, autant dans une carrière professionnelle, dans un domaine plus standard, que dans un domaine sportif. Là. Et encore une fois, l'origine du problème vient qu'on n'est pas sous l'égide d'une fédération. La fédération structure les contrats, c'est les mêmes, c'est hyper transparent parce que c'est public pour tout le monde. Et c'est souvent basé aussi sur le niveau de performance. Nous, dans notre sport, les contrats sont gérés par des organisations privées qui sont des marques qui, elles, vont pouvoir faire finalement ce qu'ils veulent, de ne pas avoir de structure et de grille de lecture identiques. Voilà, après ils décident est-ce que c'est sur le niveau de performance. On a aussi aujourd'hui beaucoup la partie communication que peuvent avoir les athlètes qui rentrent dans l'équation, voilà, parce que les marques, on va se le dire, le but reste quand même de vendre leur matériel. Donc aujourd'hui, juste faire des résultats n'est pas suffisant pour eux aussi. Il y a toute une partie de communication, de réseaux sociaux qui rentrent dans l'équation. Et puis il y a des athlètes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le faire, mais c'est quand même complexe la communication, les réseaux sociaux, la création de contenu, c'est pas quelque chose qui est simple. Et aujourd'hui, un athlète qui voudrait juste se concentrer sur la partie performance, n'aura pas les meilleures conditions contractuelles parce qu'il n'est pas capable de communiquer, de faire de la création de contenu. Pourquoi pas avoir avec les marques du soutien, avec des experts pour leur faire la création de contenu. Voilà, tout ça aujourd'hui est assez, encore une fois, anarchique. Manque d'équité, manque de transparence, et la mission de cette association est tentée de structurer un petit peu aussi cette partie-là. Ouais, quelque chose qu'on a vu cette année, c'est dans le cadre de l'UTMB à la TDS, qui est une des... c'est la course qui a le ratio de dénivelé par kilomètre qui est la plus élevée. C'est une course qui est plus brutale en termes de technicité de sentier. C'est une course qui est difficile, qui est extrêmement compétitive à chaque année. Des grands athlètes qui décident de ne pas faire la grande boucle autour du Mont-Blanc puis qui vont
vers la TDS, Martina Valmoissois, Martina de l'équipe Salomon, qui l'a remporté, une super performance. Puis c'est par après, une fois qu'elle a terminé, qu'elle a appris qu'il n'y avait aucun prix monétaire pour cette compétition-là. Alors que c'est une course compétitive, c'est pas une course par équipe. Tu sais, par exemple, la PTL, dans le cas de l'UTMB, c'est plus communautaire, on se met en équipe, on fait un parcours, c'est plus communautaire comme type de course. La TDS, tout le monde sait que c'est extrêmement compétitif année après année, puis elle termine la course, elle apprend, OCC, CCC, UTMB, il y a des prize money, il n'y en a pas à la TDS, elle l'apprend comme ça, c'est absurde, tu sais. Un bel exemple d'équité entre les courses, voilà, cette année-là, effectivement, surprise, pas de bourse pour la TDS, donc Martina, qui a quand même un impact, une communauté relativement grosse, a pu faire porter sa voix et parler du sujet. Voilà, il n'y a pas d'équité entre cette course et les autres, et a réussi finalement à mettre assez de pression sur l'UTMB pour finalement avoir une prime qui n'a pas été égale aux autres primes. C'était ridicule, hein. Ce qu'ils ont reçu, c'était peut-être 1000 pièces comparé aux 10 000 pièces pour les premiers des autres courses, mais c'est quand même un exemple qu'elle a pu mettre une certaine pression sur une organisation pour tenter d'aller chercher une équité. Donc imagine, avec 150, 120 athlètes professionnels, la force d'impact que tu peux avoir sur des courses pour aller tenter de chercher des équilibres, des équités et autres sujets. Puis comme tu dis, c'est des gens comme Martina dans son cas, ou Kylian qui est une voix forte dans le trail. On les écoute, puis les compétitions, les circuits, peu importe, vont adapter leurs pratiques parce que c'est des gens influents, puis tu veux pas te mettre à dos une communauté complète, mais on parle des gens qui ont un gros following, qui sont suivis, qui sont inspirants, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les athlètes qui ont ce rayonnement-là, puis c'est là que la voix commune de tout le monde ensemble peut fonctionner. Moi, ça me rappelle du temps de Rory Bozio, qui avait remporté 2 ans consécutifs l'UTMB, l'américaine, puis à l'époque, je crois que le dimanche, quand ils font les cérémonies de podium, ils faisaient monter les 10 premiers hommes qui avait fait les 10 premières positions de l'UTMB. Et les femmes étaient, ils en faisaient monter 5 ou quelque chose du genre. Puis elle avait dit, je reviens pas l'an prochain défendre mon titre si vous changez pas ça. Rory Bozio, on recule en 2012-13, c'était une méga star du sport. C'est pas si loin de 2013. Hein, ils l'ont fait, ils ont fait du changement. Donc, ça prend ces pressions-là. Puis je trouvais que c'est un bel exemple pour illustrer comment votre voix collective va pouvoir se faire entendre. On a pris 2-3 exemples comme ça, mais il y en a énormément. C'est sans arrêt. Alors là, ce sujet-là, pour le coup, là, c'est clairement plus pour l'intérêt des athlètes dont c'est le métier, plus que les coureurs amateurs, comme on disait en introduction. Voilà, mais il y a du travail aussi dans ce thème. Oui, puis je pense qu'on a un sport, on se fait une fierté du sentiment de communauté. Je pense que c'est un sport qui est très familial, très beaucoup de camaraderie. Puis on le sent autant au niveau des athlètes élites dans les compétitions que dans le mid-pack, peu importe. On aime voir notre sport être aussi sain, puis avoir cette espèce de côté familial. Puis quand on sait que à un niveau élite, justement, l'aspect diversité, l'aspect équité n'est pas tout à fait là. C'est pas le fun à avoir comme fan du sport. On veut croire que notre sport est parfait, entre guillemets, puis tout le monde a sa chance égale, puis une athlète peut décider en plein milieu de son pic de carrière de prendre 1 an et demi, 2 ans de pause de la compétition pour avoir un enfant. Puis on veut croire que nos sponsors qu'on aime, les équipementiers, les circuits, vont continuer de supporter cet athlète-là qui décide de faire un choix, puis un choix qui est tout à fait naturel, puis qu'on ne devrait pas le faire au détriment de notre carrière sportive. Bien sûr. On va voir dans les prochaines années, mais les pressions, on parle de travailler en tant qu'association légale pour assurer tous ses droits avec les fédérations, les organisations, les partenaires, puis donner des conseils aux athlètes. J'ai l'impression qu'il y a aussi une vocation éducative, support des athlètes qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais donner des ressources. C'est pas tout le monde qui a les ressources qu'on a peut-être. RH, ressources humaines, c'est un métier. La communication, c'est un métier. Le marketing, c'est un métier. Les athlètes sont des athlètes, ils s'entraînent pour gagner des compétitions. Et puis, on oublie de prendre du recul que chaque compétence est un métier. Et puis, on n'a pas tous les compétences pour gérer tout ça sur une carrière. Malheureusement, un athlète est tout seul aujourd'hui, il doit être multicasquette. Donc voilà. Mais dans n'importe quelle industrie, par exemple, le jeu vidéo, c'est les programmeurs, c'est les artistes qui sont ceux qui créent les trucs, mais ils ont une armée autour d'eux, que ce soit communication, RH, marketing, pour que tout fonctionne. Bien sûr. Mais dans ce sport-ci, les athlètes, comme tu dis, sont un peu laissés à eux seuls. Puis je pense qu'il y a des grandes disparités aussi entre les entreprises dans la manière dont les contrats sont structurés. Puis j'aurais dû noter le nom, mais il y a une athlète qui a fait un post cette semaine, parce que là, on parle de ce qui est à changer, mais il y a des marques qui font déjà des belles choses. Puis je crois qu'elle
elle a sorti en disant j'ai été approché par On pour devenir une athlète pro dans leur équipe, puis je leur ai annoncé que j'avais un projet bébé ou que j'étais enceinte et tout, puis ils m'ont supporté puis ils m'ont offert exactement le même contrat, sachant que les prochains mois, la prochaine année, j'allais pas faire de la compétition. Puis il faut le mentionner, il y a des compagnies qui font des super belles choses en ce moment puis qui encadrent bien leurs athlètes, mais il y a des belles histoires, mais il y a aussi des histoires où tu te dis il y a du travail à faire, puis il faut pas que ce soit une seule compagnie, une seule athlète qui vive cette expérience positive-là, puis il faut que tout le monde mette la main à la pâte, puis qu'il y ait une espèce d'équité aussi entre les entreprises, entre les circuits, entre les sponsors. Bien sûr, et puis tu parles de On, c'est une marque, on a aussi un autre exemple qui est intéressant, alors je ne sais pas si tout est beau, tout rose chez eux, mais un autre exemple aussi, c'est notre ami Xavier Thévenard, qui est malade, Lyme, depuis peut-être maintenant plus de 2 ans, et son contrat n'a toujours pas été cassé chez On, malgré le fait qu'il ne peut plus performer, compétitionner, communiquer. Donc il y a des choses qui sont bien, mais c'est peut-être pas le cas partout. Donc voilà, c'est aussi ça. En ayant des voix comme ça qui parlent ouvertement de ce sujet-là, ça fait que dans ces rencontres-là, à porte close, vous allez pouvoir mentionner moi chez Salomon, il y a ça qui est bien, puis on devrait mettre pression pour que toutes les compagnies aient ce truc-là qui est mis en place pour les athlètes Salomon et vice-versa, puis que le meilleur de chaque initiative qui se fait présentement chez certains sponsors devienne une norme, puis que dans 10 ans, quand on en reparle, on se dit « Waouh, c'est fou le chemin qu'on a fait dans la dernière décennie. » Dernier thème, un truc qui, je pense, c'est celui qui touche encore plus tout le monde. Ouais. C'est la responsabilité environnementale et sociale de notre sport. On parle de... Une des choses qu'on aime le plus dans notre sport, c'est l'accès à la nature, se retrouver en forêt, courir tout simplement. Puis nos événements, nos organisations, nos circuits, notre sport doivent avoir des mesures qui sont universelles pour préserver ça. Avoir des guides de normes. Puis encore là, on parle de mettre les pressions où il faut parce qu'il y a encore là, il y a de la disparité entre les différents événements. Puis un truc que j'avais trouvé intéressant quand on s'était parlé en amont d'enregistrer ça, parce que tu m'avais un peu éduqué sur comment c'était tout nouveau, la Pro Trail Runners Association. Puis ce qu'on se disait, c'est pas toutes les entreprises qui ont les mêmes moyens pour mettre en place, mais s'il y a une base unique à tout le monde, puis que c'est une question de ratio. Un pourcentage de ton budget. On décide, pas on décide, mais si c'est entendu qu'à 5 à 10% de ton budget total qui est investi dans la préservation de la nature, l'organisation qui fait des millions de profits ou des millions de budgets annuels va mettre un 5-10%. La petite organisation qui accueille 100 coureurs dans le fin fond d'un parc national, qui ont un budget qui est limité de quelques milliers de dollars, le pourcentage est le même, le ratio est le même, puis c'est bon pour tout le monde. T'sais. Bien sûr. Tu l'as dit, on pratique un sport nature, mais il y a quand même un certain paradoxe, c'est qu'on a un impact sur la nature qui est pas forcément positif. On parle une course génère énormément de déchets. Alors on pense toujours à cette fameuse cup. Aujourd'hui dans le trail ça va, on a quand même éliminé ces cups en plastique ou en carton, on a notre propre cup, mais il y a d'autres impacts. Chaque année les sponsors des courses changent, donc ils réimpriment toutes les pancartes, les arches d'arrivée, il y a énormément de déchets qui sont générés sur une course, mais ce volume-là dépend aussi de la course. Donc tu l'as dit, une course qui fait 1 million de chiffre d'affaires va avoir plus de déchets parce qu'elle est plus grosse forcément, versus une course qui fait 100 000 et qui a moins de déchets. Mais tout le monde génère des déchets. Donc un petit peu comme le dopage, je pense que chaque course devrait être obligatoire d'avoir un certain pourcentage de son budget dédié à la préservation de l'environnement. Donc on parle des déchets, on parle aussi de l'impact carbone. Voilà, une course n'est pas neutre en carbone de par le voyagement des personnes qui viennent sur place, en avion, en auto, de par tous ces déchets qui sont générés, de par, il y en a énormément. Il y a aussi un impact phonique, faune et flore. Voilà, on passe quand même dans des milieux naturels. Parfois, peut-être qu'on peut déranger la nature. Il y a des courses qui se font aussi parfois un petit peu de manière hors piste aussi. Donc, il y a un impact aussi direct et concret sur la nature. Donc, ce sujet-là d'environnement, malheureusement, encore une fois, il n'est pas fédéré. Ouais. Il est géré par des organisations privées qui ont plus ou moins d'éthique par rapport à ça et qui ont le choix d'investir un budget là-dedans ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit aussi la multiplication des circuits, l'obligation d'aller participer à des courses pour se qualifier pour d'autres courses. Et ce qui fait que même si on veut avoir une conscience, un bilan carbone, réduire son bilan carbone, on est obligé de voyager, de prendre l'avion ou de se déplacer de manière lointaine pour aller participer à ces courses-là. Donc clairement, il y a un paradoxe. On a un sport nature qu'on aime, on veut protéger la nature, mais on a un impact négatif sur la nature. L'association veut aussi avoir son mot à dire et mettre de la pression dans ce domaine-là pour améliorer les choses. Non, c'est ça. Puis je pense que, comme tu le dis,
en ce moment, il y a beaucoup de circuits, puis c'est autant pour les pros que les amateurs. Bien si sûr. tu veux te qualifier pour une course X, il faut que tu ailles faire telle course, puis des fois, c'est pas de dire que je traverse l'Atlantique pour aller faire ma course, mais fut un temps où on pouvait se qualifier pour l'UTMB, par exemple, en faisant des courses à moins de Local. 200 km de la ville de Québec. Moi, je me suis qualifié pour la CCC en faisant QMT, Gaspésia, Aricana et tout. Je pense que le circuit est en train de grossir, puis dans pas si longtemps, dans 1 an ou 2, ça va être assez facile de se qualifier et d'aller faire des courses qualificatives tout près d'ici, nord-est États-Unis et tout, mais en ce moment, ça demeure que autant pour le pro que pour l'amateur, il faut se déplacer. Puis là, c'est un exemple parmi plein d'autres, tu sais, Golden Trail World Series, Golden Trail World Series ou même les séries nationales. Nationales, on s'entend, l'Amérique du Nord, c'est ça la série nationale qu'on a en ce moment. C'est beaucoup, beaucoup de transport. Puis c'est des courses qui sont Montréal, Vancouver, ça fait énorme, des trajets pour aller faire ces courses-là. Puis encore là, c'est un sport où on peut pas se dire je vais aller faire un voyage puis faire 3-4 courses en dedans de 3 semaines puis revenir. Je veux dire, il y a un impact immense sur notre corps. Puis il y a besoin de récupération entre les courses. On peut pas aller s'installer à Flagstaff puis faire les 3 courses du circuit qui sont pas loin de là puis revenir. C'est 6 mois de temps pour faire ces 3 courses-là. Donc, il y a ça en ce moment qui est particulier, mais je pense que de le normer, c'est bon. Tantôt, tu parlais aussi des investissements nécessaires. Beaucoup de circuits, beaucoup de marques, beaucoup d'équipementiers ont des gros budgets. Puis des fois, on voit, quand on fait un peu de recherche, que le budget marketing pour promouvoir les initiatives vertes est plus grand que le budget pour réellement faire un changement environnemental. Puis il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui, justement, vont se péter les bretelles sur ce qu'ils font d'un point de vue environnemental, vont faire beaucoup, beaucoup de millage là-dessus, beaucoup d'informations. Puis tu te rends compte que, tout cet investissement-là marketing pour dire à quel point on est bon en étant vert, s'il avait été mis réellement bonifié sur ce qui était supposé être des initiatives de développement durable, on serait ailleurs en ce moment, tu sais. Il y a ça en ce moment dans notre sport. Je voyais que la mission là-dedans, travailler avec les organisateurs, les fédérations pour s'assurer que des politiques soient en place. Encore là, on parle d'uniformité. J'ai l'impression que c'est ça le thème récurrent à travers les 4 thèmes qu'on a abordés, que ça soit uniforme partout, que ça soit plus par rapport à des intérêts financiers, des intérêts de course, qu'il y ait vraiment une norme globale. Puis j'ai l'impression que avec la pression que vous allez pouvoir mettre en tant que groupe, c'est comme ça qu'on va y arriver. J'ai vraiment un bon espoir à t'entendre que ça va changer. Uniforme, juste, éthique, voilà, c'est ça les objectifs dans chacun de ces thèmes. Ouais. Toi, plus personnellement, pourquoi c'était important de, rejoindre l'association, mais de t'impliquer, puis d'en parler ouvertement, puis de participer à un podcast, puis creuser ce sujet-là, puis de soulever ces points-là? La réponse est simple, c'est parce que je suis profondément passionné et amoureux de mon sport. Et je le vois aussi en étant acteur et au centre de ce sport que la progression va pas parfois dans le bon sens. Ça m'attriste, moi, de voir des déséquilibres, des impacts environnementaux, des personnes qui gagnent des courses en étant dopées. Et puis j'aimerais, par amour de mon sport, que tout soit plus beau, plus rose, tout simplement. Voilà, c'est la passion qui parle. Oui, exact. Je voyais que dans une des premières rencontres, c'est des mots de Kylian qui ont été repris dans certains articles, les quelques articles. Puis je pense que c'est ça qui a semé un peu de, je dirais pas controverse, parce que je pense que tout le monde comprend les motivations derrière, mais des fois, ça fait peur quand on parle de mots comme syndicat, quand on dit des mots comme grève, puis Kylian avait dit « Nous ne prévoyons pas faire des grèves, mais maintenant, nous pouvons si nous en avons besoin. » Je pense que ça le fait peur aux gens, puis c'est ce qui a fait un peu, pas controverse, mais tu me disais qu'en France, ça a fait quand même des vagues, ce terme-là. Toi, ton opinion par rapport à ça, jusqu'où tu sens que le groupe peut aller pour mettre ces pressions-là? Écoute, pour l'instant, on a fait une seule rencontre, une assemblée générale en décembre sur Zoom. On a un petit peu échangé, mais tout de suite déjà, tu vois, c'était engagé. On sentait qu'il y avait besoin de cette association. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont plus engagés que d'autres aussi, qui ont tout de suite levé la main quand il a fallu créer le board. Tout de suite, dans les jours qu'on suivit, on a déjà reçu un tableau, fichier Excel avec les premiers thèmes qui allaient être travaillés en cellule, les premiers choix de vote. Donc, c'est quand même déjà actif et je suis content d'avoir vu de la réactivité et pas plutôt une position de spectateur. Fait que tout le monde est assez sensibilisé, les athlètes sont sensibilisés à ces thèmes-là et puis c'est bien parce que ça peut aller que dans le bon sens. Ouais, je pense que vous avez une voix forte, vous avez les bons moyens pour le faire, puis de manière organisée. Des fois, ce genre de sortie-là, ça peut paraître désorganisé s'il n'y a pas justement une réflexion derrière. Là, on sent, vous êtes arrivé, il y a un site web, il y a des thèmes, c'est organisé. Ça n'a pas l'air d'être quelques athlètes qui lèvent la main ensemble puis qui ont eu l'idée puis qui sortent ça un peu n'importe comment. On sent que le sérieux du processus rend ça
sérieux justement, mais c'est très prometteur pour la suite. Là. Bien sûr, et ce qui a marché aussi, on va se le dire, c'est que les meilleurs sont dedans. Tu vois, on a été appelé par Kylian Jornet. C'est ce qui a aussi, je pense, beaucoup incité les athlètes à répondre favorablement et positivement à ce projet-là. Donc, c'est beau de voir que tout le monde s'implique, même ceux qui aujourd'hui, leur carrière, ils n'ont plus rien à prouver. Elle est peut-être même derrière leur carrière, mais sont encore là à s'investir pour leur sport parce qu'eux aussi sont passionnés et amoureux de leur pratique. Ouais, je vais terminer sur j'ai vu une citation de Corinne Malcolm, qui est une coureuse qui est impliquée là-dedans. Elle est dans le board, ouais. Exact, elle a dit, on doit réfléchir à ce qui est mieux pour le sport dans 10 et 15 ans, pas seulement ce qui est mieux pour l'année prochaine. D'avoir cette vision-là plus long terme, c'est vraiment intéressant parce que les sponsors, les circuits, il y a un intérêt financier. L'intérêt financier est souvent court terme d'abord. Là, on parle d'une association qui va penser, ça doit être quoi le sport dans 10-15 ans? Puis qu'est-ce qu'on fait entre aujourd'hui et 2037 pour y arriver? C'est une vision long terme aussi parce que on est en retard. On est clairement en retard. Le mal est fait. C'est sûr qu'on va pas être capable de faire changer les choses radicalement dans l'année à venir ou dans les 2-3 ans à venir. On va essayer de mettre des pressions, mais l'idée c'est de restructurer tous ces thèmes-là sur plusieurs années et puis se dire que dans 10 ans on en soit capable d'avoir des directions par rapport aux thèmes qu'on a discutés aujourd'hui qui sont plus positives. Exact. J'ai hâte qu'on puisse en reparler dans quelques années puis de se dire, hey, depuis qu'on s'est parlé, depuis qu'on a fait cet épisode-là, depuis que c'est sorti en novembre-décembre, cette association-là, il y a déjà des choses. Puis je pense que vous avez les moyens de vos ambitions aussi en termes de pression. Pression du groupe. On regarde la liste des gens qui sont impliqués. C'est pas mal un top 50, top 100 des athlètes en ce moment dans le sport. Là. Toi, de ton côté, plus personnellement, 2023, on est déjà dedans. Qu'est-ce qui s'en vient à court terme pour les prochains mois? Alors, ça a été difficile pour moi, 2023. C'est sûr que ce fameux UTMB, tu vois, ça fait 3 fois que je le cours. Des bons résultats, ça progresse. Il y a quand même cette idée de se dire, mais éventuellement, un jour, quand les étoiles sont alignées, on pourrait peut-être le remporter. J'y pensais beaucoup, tu vois, et puis j'ai aussi un petit peu la communauté, les médias, le partenaire qui veulent que je retourne là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je suis quand même un vieux en âge, mais jeune en sport. Donc je suis un vieux jeune coureur parce que j'ai commencé l'activité assez tard. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et je suis assez conscient que je ne vais pas être capable de courir au niveau de performance auquel je suis aujourd'hui pendant encore 10 ans, tu vois. C'est pas comme un coureur qui commence à 20 ans, il peut éventuellement faire plusieurs fois les mêmes courses pendant 3-4 ans, il a le temps. Moi, le temps est un petit peu compté. Il y a quand même des belles courses, il y a quand même des très belles courses et aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai fait un petit peu d'introspection. Et je me suis dit que oui, je pourrais faire toutes les courses parce que j'ai une longue liste éventuellement sur 10, 15, 20 ans. Mais j'aimerais aussi faire les plus belles courses à mon plus haut niveau de performance. Et donc voilà, j'ai eu cette opportunité à l'UTMB en finissant deuxième d'avoir ce fameux Golden Ticket, ce ticket d'or pour la Western State. Ça fait 2 fois que je l'ai. L'année dernière, je l'avais refusé. Malheureusement, on ne peut pas le reporter l'année d'après. Donc ça reste une opportunité. La Western State est une course mythique dans le circuit. Et voilà, j'ai pris la décision pour 2023 d'en faire ma course centrale. Donc ça sera à fin juin. C'est pour ça que j'ai déjà commencé à m'entraîner. Voilà, moi je fais comme ça. Je place un jalon, vraiment une course objectif A, une grosse brique en plein milieu. Puis je construis quelque chose autour. La Western State a des particularités. Courir vite, des sentiers peu techniques et dans de la chaleur. Ce qui me sort un petit peu finalement de ce que j'ai fait les 2 dernières années où j'ai passé beaucoup de temps dans les Alpes pour préparer cette UTMB 2021-2022. Donc chaleur un petit peu plus limitée, des gros dénivelés, quasiment pas de workout, d'entraînement à plat, du fractionné. Et donc là, voilà, c'est bien aussi, ça me sort un petit peu de mon confort d'aller sur des nouvelles travails de spécificité. Et je pense que ça me sera même bénéfique parce que ça stimule mon corps et mon mental dans d'autres dimensions. Donc voilà, chaleur, rapidité. On va commencer par la rapidité. Je me suis mis une carotte intermédiaire pour me motiver l'hiver à aller me défoncer sur la track ou encore ce matin à venir te voir. J'étais là autour de Québec là, à courir dans la slush, la neige avec des gros pays sur l'asphalte. Ma carotte, c'est le marathon de Paris qui viendra le 2 avril. Donc
assez classiquement. Je me suis fait un programme de marathon que j'essaie de suivre, voilà, et puis de me dire qu'il y a le marathon de Paris qui arrive, ça me donne une motivation de me dépasser sur ces entraînements-là. Et puis tu sais comme c'est fait, moi la course sur route, je redécouvre un petit peu ça, j'avais oublié, mais c'est des paces, c'est des kilomètres, et puis il faut choisir à quel pace tu travailles. Pour choisir, tu te donnes un objectif sur le marathon. Ensuite, la chaleur c'est hyper important. Moi je veux arriver à la Western State en ayant froid dans les canyons. Donc, le départ sur la neige au début, toi tu vas avoir froid là. Je vais avoir froid dans les canyons aussi, donc il faut que j'acclimate mon corps. Le premier événement que je vais faire, c'est la semaine prochaine. On sera début février, côté du Costa Rica, avec donc mon ami Marianne Hogan que tu connais très bien. On va là-bas faire une course à étapes. On va passer beaucoup de temps dans la chaleur. Donc c'est pour réactiver aussi mes mécanismes d'accoutumance à la chaleur. Il y aura aussi le marathon des sables fin avril, auquel je retourne. Je l'avais déjà fait une fois. J'étais tombé malade. J'ai fini un petit peu frustré. Donc j'y vais pour 2 optiques. 1, voir ce que je suis capable de faire sans être malade. On va espérer de ne pas tomber malade. Et 2, aussi continuer à 2 mois de la course à m'acclimater à la chaleur. Et puis au milieu de ça, il y aura un beau petit stage de 3 semaines au Kenya. Wow. Voilà, en mars, je vais partir là avec l'équipe de la clinique du coureur. Voilà, on fait un camp d'entraînement. Et ça me permettra aussi d'aller comprendre aussi au plus près la philosophie de la course sur route. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je le vois, je m'entraîne sur la track, on n'a pas le même vocabulaire entre le trail et la route. C'est pas le même sport. Et je veux savoir aussi auprès des plus grands champions comment ils s'entraînent, comment ils pensent, comment ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils mangent. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à apprendre qu'on peut utiliser dans le monde du trail. Et je veux, tu me connais, j'adore raconter des histoires. Je veux aussi partager tous ces enseignements-là. Donc ça se fera à travers podcast saison 2, c'est officiel, ça va repartir. Et aussi éventuellement un petit documentaire vidéo qui va me suivre un petit peu à Montréal sur mon entraînement sur la piste, un petit peu au Kenya, un petit peu au Marathon de Paris pour ma communauté de trail. J'aimerais qu'eux aussi aillent chercher des informations d'enseignement dans ce monde de la route pour le transposer au trail. Donc voilà la saison. Après la suite, c'est sûr que juin, c'est la moitié de l'année. Ouais. Je veux pas me mettre encore d'objectifs. Je veux respecter mon corps. Je veux avoir une carrière encore longue et pas être brûlé dans 2 ans. Donc la Western, je vais la faire à fond. Ouais. Et il se peut que dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, je sois pas capable de me remobiliser physiquement et mentalement. Dans ce cas-là, on coupera et puis on se mettra pas d'objectifs. Il se peut aussi que j'ai énormément d'énergie. Dans ce cas-là, pourquoi pas envisager le combo Western UTMB ou Western Diagonale. Donc voilà, je vais m'inscrire à ces 2 courses-là. Et le choix se fera un petit peu au dernier moment en respect avec mes conditions physiques et mentales du moment. Ouais. C'est l'expérience aussi qui parle de ce que j'entends. Tu te connais, tu sais comment tu peux vivre un lendemain de course. Tu dis ça peut être un gros hype, tu as le goût d'y aller à fond puis de t'inscrire une course 2 mois plus tard. Ou ça se peut que comme ton UTMB 2022, tu sentes que tu as besoin de prendre un petit pas de côté, de retrouver cette motivation-là. Mais j'aime que on se fixe l'objectif A, c'est la Western State, puis ensuite on verra. C'est l'expérience qui parle, je pense aussi. En tout cas, je t'avoue que je vais quand même me donner les chances. Peut-être que une semaine ou quelques jours après la Western State, je serai dans les Alpes françaises, prêt à m'entraîner, pas forcément courir, mais déjà faire de grosses randonnées journalières. Et je verrai au jour le jour comment le feeling évolue. Et c'est sûr que la décision se prendra à 15 jours, 3 semaines de la course. L'UTMB, je te l'ai dit, je l'ai couru 3 fois. J'ai plus forcément l'objectif d'être finisher de cette course-là. Je veux me présenter au départ en sachant, si je me présente au départ, c'est que je sais que je suis bien physiquement et mentalement pour faire une belle course. Tu parles de la Diag aussi. Tu as été 2 fois, je crois, à La Réunion. Tu étais l'année où tu étais supposé la courir, puis finalement, 2 jours avant, boum, on part pour Koh Lanta. L'année passée, tu étais dans une équipe, vous avez fait la course qui est la... Comment ça s'appelle dans le nom? J'oublie. Le Zambrocal, course à relais. C'est ça, une course à relais, donc un mode plus communautaire. Tu le disais, c'était plus post-UTMB, on est là pour s'amuser. Tu connais le terrain, tu l'as appris à le découvrir ces 2 voyages-là. Le jour que tu seras rendu à la courir, tu ne seras pas en terrain trop inconnu. Là. Exactement. J'espère courir cette course dans les 2 ans qui viennent parce qu'en fonction du scénario, si je ne suis pas capable de me remobiliser pour l'UTMB cette année, ça sera peut-être la Diagonale des Fous. Et si je fais l'UTMB cette année, comme pour respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, de vouloir aussi faire d'autres courses, l'UTMB, si je le fais cette année, je ne le referai pas l'année prochaine et ça sera la porte ouverte pour cette fameuse Diagonale des Fous. J'ai entendu aussi la rumeur qu'il y aurait une biographie, qu'il y aurait un livre qui s'en vient. Parle-nous de ça, ça s'en vient assez prochainement, je pense. Ouais, c'est un énorme projet qui me tenait beaucoup à cœur, vraiment beaucoup à cœur, et je te dirais que ça fait 1 an que je travaille sur le projet, ça fait plus d'1 an, et c'est écrire un livre un peu autobiographique ou biographique, je sais pas comment dire, c'est un exercice très difficile. C'est beaucoup d'heures tous les jours, faut se creuser la tête, faut trouver un fil conducteur, une chronologie.
Et c'était important pour moi parce que je suis considéré encore aujourd'hui un petit peu comme un peu un outsider dans ce sport, avec un parcours très atypique par rapport à un classique de sport d'endurance avec voilà, des dizaines d'années d'expérience pour arriver à ce niveau-là. Et la communauté, les gens se questionnent. Tu vois, moi, quand j'arrive sur une ligne d'arrivée et qu'on me dit t'as une machine ou t'as réussi parce que t'as un talent ou t'as une génétique plus que les autres, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Peut-être que oui, il y a une physiologie qui m'aide un petit peu, mais au niveau pourcentage du global, c'est rien du tout. Et tout ça, je veux l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le backstage? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Quels ont été les choix de vie que j'ai dû faire, de changement de pays, de changement de carrière, de travail, et tout ça, je veux le raconter. Alors, on pourrait se dire, ça va être un livre de trail et de course à pied, mais pas du tout. Je pense que ça va plutôt être un livre... On verra, tu le liras, tu me diras, mais je pense que la tendance, ça sera plutôt du développement personnel, avec de l'illustration, d'aventure et de course à pied, parce que dans ce livre-là, j'utilise des exemples pour illustrer mes propos de développement personnel, de trail, mais aussi d'aventure. Et donc, voilà, c'est ça. Et le fil conducteur, il faut quand même un fil conducteur pour pas partir dans tous les sens, restera l'UTMB 2022. Voilà, la préparation à l'UTMB 2022, on va aller de janvier à août, et on va faire des connexions temporelles en fonction de ce qui se passe dans cette année-là, à des moments de toute ma vie qui vont remonter jusqu'à ma naissance et à mes premières années en Guadeloupe. Donc c'est intéressant parce que c'est pas un fil chronologique qui pourrait être un petit peu ennuyeux et où on connaît la suite. Non, ça fait des surprises parce que tout d'un coup il va se passer quelque chose dans ma saison, une blessure, quelque chose qui va faire une connexion avec un moment de vie antérieur. Mais c'est intéressant de comprendre ça parce que tu le disais, t'as pas le parcours classique, mais ça fait 130 épisodes que je fais avec des athlètes de tous les niveaux, les meilleurs du monde comme le mid-packer moyen, le backpacker, puis oui, je pense qu'on voit de plus en plus le parcours classique que certains athlètes, qu'on voit beaucoup des Américains qui viennent du cross-country, du sport universitaire. On augmente les distances. Souvent, les Européens, c'est un parcours un peu différent, mais le classique, c'est des gens qui sont des montagnards, qui vont passer leur enfance dans les montagnes, skimo et tout ça. Mais il y a aussi encore beaucoup d'outsiders. J'ai l'impression que je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as un parcours qui est atypique, mais tu n'es pas le seul outsider. Puis c'est le fun dans ce sport-là de voir qu'il y a des expériences connexes qui peuvent préparer à ce sport-là avant même de le pratiquer. Tu as un background de plein air immense, de plongée et tout. Je veux pas dire que la plongée prépare pour aller courir l'UTMB, mais t'es pas arrivé de nulle part non plus, tu t'es pas levé de ton divan puis t'avais jamais rien fait non plus, puis c'est intéressant de comprendre ces parcours-là, puis c'est intéressant pour les gens qui se mettent au sport, qui commencent, qui cette année visent leurs premiers 5 km en montagne, en sentier, ils s'inscrivent au QMT6 puis c'est l'objectif, mais de voir qu'il y a une multiplicité de parcours possibles. Bien sûr, et puis ce que je veux montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas de recette fixe, de recette miracle. On peut aussi casser les codes. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ça peut marcher, tu vois. Moi tout de suite, j'ai commencé par des longues distances, j'ai été blessé, j'ai eu une relation malsaine avec la course, mais ça peut marcher aussi. Voilà, si éventuellement on a ces envies de se faire mal, de se dépasser, ça marche aussi. Ce que j'ai raconté aussi dans ce livre, tu parles de la plongée sous-marine, j'en parle. Comment je m'en sers au niveau introspectif, au niveau lorsque je suis sous l'eau, au niveau de la respiration aussi, il peut y avoir des impacts, j'en parle dans le livre. Et quelque chose qui est aussi hyper important et que c'était un exercice difficile, je te l'avoue, mais c'est de raconter aussi les moments difficiles de vie, parce que c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on a toujours cette tendance à montrer les parties les plus belles de la médaille, mais on reste humain, on a des problèmes, on a des ruptures amoureuses, on a des doutes, on a des décès, on a des accidents autour de nous. Et tout ça, je le raconte dans un certain niveau de détail. C'est un exercice difficile, mais c'est pour montrer aussi que les athlètes de haut niveau ne sont pas des super-héros, sont des personnes très sensibles et ont aussi leur lot de difficultés dans la vie. Ah, mais c'est intéressant. Puis c'est le fun aussi avec le modèle, l'autobiographie, tu le rédiges, tu contrôles les paramètres, fait que tu peux aller là où tu veux. Puis versus se livrer dans un podcast, se livrer dans un documentaire, là, guidé, tu contrôles tout, puis tu peux prendre le temps d'écrire la phrase, d'écrire le paragraphe qui est touchant, que tu l'écris, tu dois avoir les larmes aux yeux, je vais le laisser là, je vais y revenir dans une semaine. Tu peux contrôler cet aspect-là versus se livrer des fois devant le micro, devant la caméra. Faut que ça soit là maintenant, puis il faut le vivre, puis le dire de la bonne façon. Là,
Ouais, puis tu peux poser ta pensée, tu peux aller plus en profondeur. Exact. Et puis moi, j'ai été obligé de fermer les yeux, me poser sur un canapé et à creuser profondément dans ma tête. Et tu parlais de larmes aux yeux. Ouais. J'ai réussi en écrivant mon livre à avoir des larmes aux yeux à moi-même, en me rappelant des scènes de vie qui s'étaient un petit peu effacées parce qu'elles étaient difficiles. Le cerveau a cette tendance à les effacer, mais elles existent toujours cachées quelque part et les ressortir. Ça m'a mis des larmes, donc si je pense que ça m'a mis des larmes en posant les lettres sur la page, ça mettra des émotions aux personnes qui liront. Voilà, c'est un beau livre, j'annonce le titre, Vivre d'aventure avec un S. Le livre sort dans 2 mois, donc on peut l'annoncer. Et il y a aussi cette histoire qui est belle avec Kylian Jornet, où sur cette ligne d'arrivée à l'UTMB, je lui propose de faire la préface de mon livre, il accepte, il l'a écrit, je l'ai maintenant, il a eu des beaux mots à mon égard, et donc voilà, c'est vraiment un très beau projet que j'avais hâte de réaliser depuis longtemps, et voilà, c'est un objet qui reste, le livre. Aujourd'hui, je le vois, je me tue à la tâche à faire de la création de contenu, des films, des photos sur les réseaux sociaux, puis c'est consommé, jeté à une vitesse, c'est vraiment frustrant. Un livre, ça reste dans la bibliothèque, c'est un objet physique. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra digital, numérique, qui est vraiment intangible. Et je trouve que le livre, c'est quelque chose de super tangible, c'est un objet qui reste et c'est quelque chose qui est beau. Exact. Tu parlais de Kylian, cette ligne d'arrivée-là, maintenant la préface. Si on recule au Mathieu qui commence le trail, qui se pointe à l'UTHC 80, qui commence à découvrir ce sport-là, puis nécessairement, tu devais savoir c'est qui Kylian, c'est le coureur de trail le plus connu au monde. Est-ce que, avec du recul, c'est irréel de se dire, je vois ce gars-là qui existe au bout d'un compte Instagram, puis je me fais inspirer par ce gars-là. Maintenant, je partage une ligne d'arrivée avec lui, des photos des genoux dans le gif qui étaient hilarantes qui ont repris cette image-là, de cette bromance-là. Maintenant, il signe la préface de ton livre. C'est rendu, je suppose, un collègue, un collaborateur, un ami. Est-ce que c'est irréel en si peu de temps? Ouais, ça l'est irréel. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à mon post UTMB où j'ai un petit peu perdu le contrôle, les médias, parce que le temps a été court et tout a été hyper rapide, ce qui fait qu'il y a une perte de contrôle de ces éléments-là. Quand tu prends ton temps à avoir une carrière sur 10-15 ans qui progresse, de jour en jour, tu as le contrôle là-dessus, tu gères, tu navigues, mais là tout a été trop vite et donc je navigue parfois entre du réel, de l'irréel. Parfois je me demande s'il faut que je me pince pour voir si c'est vrai ce que je suis en train de vivre, mais ce qui est clair c'est qu'à ce fameux tout premier ultra UTHC 2016 là, à l'arrivée, quelqu'un m'avait dit dans 5 ans, tu seras à batailler avec le Kylian Jornet. Déjà, je l'aurais pas cru et je l'aurais même conseillé d'aller faire un tour dans un asile, tu vois, à ce point-là, quoi. Mais c'est beau. Ouais. C'est beau parce que là, je prends quand même du recul. Tu sais, le travail que je fais, je m'entraîne beaucoup, je réfléchis, je lis, tu sais, j'aime les paramètres, la nutrition, donc il y a quand même énormément de travail. Et aujourd'hui, parfois, j'arrive à prendre du recul pour me dire que j'ai quand même énormément travaillé pour en arriver là, mais il va me falloir encore du temps pour réaliser, puis il faut laisser le temps au temps, clairement. Ben oui. On approche la fin. J'ai quelques petits messages de fin d'épisode. La première chose, c'est que j'ai le Walkman de Pas sorti du bois, la playlist Spotify où les gens peuvent entendre les choix de mes invités et des auditeurs aussi. Mathieu, quelle chanson on ajoute? Quel sera ton choix qu'on va ajouter à cette playlist-là? Écoute, moi quand je cours, je m'envoie souvent des playlists motivationnelles pour me motiver. Et puis il y a des chansons des fois qui démarrent, qui te craquent là et tu redémarres. Mais moi j'ai envie de foutre le bordel un peu dans ta playlist. Aller dans quelque chose de complètement farfelu. Parce que je me suis rappelé d'une scène. Je suis parti en novembre faire le Half MDS dans le désert de Jordanie qui s'appelle Wadi Rum, avec mon petit frère Lucas qui est amputé d'une jambe, handicapé. Et il a eu très difficile la course. C'était à la limite de l'abandon à chaque kilomètre dans les étapes. Et je me souviens, une fois, j'ai sorti mon téléphone, je cherchais des playlists. Tu vois, je lui mettais des grosses playlists de rap, du gros électro. Donc, il continuait, mais assez stoïque et taciturne sur sa réaction vis-à-vis de ses musiques. Et puis, à un moment donné, je suis allé lui mettre une musique qui s'appelle... Il en faut peu pour être heureux, d'un grand chanteur qui s'appelle Balou. Et là, il a eu un petit rictus de côté. Je l'ai vu, il a eu un rictus. C'est la première chanson qui l'a fait réagir.
puis moi, c'est vrai que je suis très fan de filmographie. Tu verras dans le livre, il y a beaucoup de références. Quand j'arrive à Montréal, pour la première fois à -20, je parle de l'histoire de Rasta Rocket, tu sais, dans le film, qui vont en Jamaïque, qui vont s'entraîner à Vancouver, à Calgary. Voilà, et puis le monde de Disney m'a énormément influencé dans ma jeunesse. Puis j'adore Baloo, j'adore cette chanson, Il en faut peu pour être heureux, parce que c'est philosophique ces chansons-là. C'est un peu comme la Hakuna Matata de Timon et Pumba, là. Et j'adore cette chanson-là, donc je vais te proposer ça. J'adore, c'est éclectique comme playlist. On vient de rajouter une couche de plus d'éclectisme. Avant qu'on passe aux questions ouvertes NAC, j'ai 2 dossards à faire tirer pour l'UTCC. Donc Eric, Audrey, l'équipe de l'Ultra Trail des Chic Chocs offre des dossards aux auditeurs de Pas sortis du bois. On vous offre un dossard du 23 ou du 26 km. Moi, je serai sur le 26. C'est mon Xalébut, c'est tout simplement magnifique. Donc, c'est une valeur de 130 $. Donc, si vous voulez vous aventurer sur de la plus longue distance, ben, vous aurez un 130 $ à appliquer sur votre inscription. Pour gagner, c'est super simple. Vous allez m'écrire pourquoi ce serait vous qui devrez mettre la main sur ce dossard-là. Écrivez-moi sur Facebook, Instagram, peu importe. Puis, parmi les messages reçus entre le 1er et le 7 février, je vais faire tirer 2 gagnants. Donc, c'est pas l'histoire qui va me tirer des larmes ou qui va me faire rire, mais écrivez-moi pourquoi, puis on va faire tirer 2 dossards pour l'UTCC là-dedans. Je le disais, dernière chose avant qu'on termine, question ouverte NAC. Quand tu es venu la première fois, c'était les questions éclairs. Il y a un chrono, il faut répondre rapidement. Quand je reçois un invité une deuxième fois, il va un peu plus smooth. C'est des questions à réponse courte, mais il n'y a pas de chrono. Puis on va juste apprendre à te connaître davantage. Première question, quel est ton espadrille préféré? En ce moment, c'est la Genesis de Salomon. OK. Ton repas d'avant-course? Repas d'avant-course, purée de patates douces, puisque je prépare mon estomac à recevoir ce qu'il va recevoir pendant la course. Ton repas d'après-course? Après-course, en général, c'est soit burger frites, soit pizza. Voilà. Suivi d'une grosse crème glacée et d'une grosse penne de bière. Mais à chaque fois, c'est ça, ouais. Ça fait du bien des fois. C'est la motivation à l'arrivée. Ton produit NAC préféré? Produit NAC préféré, les gaufres. Je suis très fan des gaufres. Ouais, moi, j'ai vidé ma poubelle avant que tu arrives, là, mais dans mon bureau de travail, c'est juste ça. C'est dangereux parce qu'on les mange même hors entraînement et hors course. Exact. D'ailleurs, il y a des très beaux produits qui arrivent. J'ai la chance de collaborer avec eux parce que j'ai une passion pour la science et la nutrition. J'en rajoute un petit peu, mais il y a des beaux produits qui arrivent qui vont peut-être prendre la vedette, voler la vedette aux gaufres. Ben là, ils continuent d'en ajouter. Là, ça devient difficile de choisir. Avant, c'était une sorte de bar, il y en avait 4, fallait choisir là-dedans. Mais là, pas des nouveaux goûts, carrément des nouveaux produits. On parle peut-être de gel, de purée, de compote, qui sait, mais voilà, ça va voler la vedette aux gaufres, j'en suis convaincu. Complète la phrase, je ne pars jamais courir sans... C'est une bonne question, ça. Je vais pas dire des espadrilles, des shorts. Sans quoi Qu'est-ce que j'ai toujours sur moi Une gaufre NAC. Non, mais du bon gear. Ouais, du bon gear, ouais, parce que c'est important, surtout que moi je passe quand même beaucoup de temps dans mes entraînements dehors. Il faut être confortable dans son gear. Et aussi la sécurité, voilà, j'ai toujours avec moi cellulaire, c'est important quand on va dans un milieu naturel pour pouvoir appeler au secours. Donc voilà, du bon gear, de quoi c'est protégé. Ouais. Ta montagne préférée? C'est difficile comme question. Franchement... ça doit changer toutes les semaines. Non, mais tu vas t'attendre à ce que je te dise le Mont Blanc ou des montagnes incroyables, mais je vais te dire le Mont Royal. Ah, j'aime ça. La première montagne qui t'a initié à la trail. Les premières fois que j'ai mis mes pieds en dehors de l'asphalte et du béton, c'est sur le Mont Royal. Et je te dirais qu'aujourd'hui, le plus de kilomètres à vie, je pense que je les ai fait sur le Mont Royal. Ouais, je comprends. Ton sentier préféré? Mon sentier préféré, c'est difficile comme question. Il y en a beaucoup au Québec. J'adore le GR1. J'ai une histoire forte avec. J'ai aussi fait ce fameux sentier qui longe le fjord du Saguenay. C'est magnifique. Enfin, c'est dur de choisir. Le Tour du Mont Blanc est juste magnifique. Non, mais c'est impossible de choisir. Tous les sentiers sont beaux. C'est vrai qu'on a des bons éléments de réponse. On a plusieurs choix. Ton idole de course? Idole de course, j'ai pas vraiment d'idole, j'ai plus des personnes qui m'inspirent, qui sont des mentors. Voilà, moi, c'est ceux qui sont capables de rêver grand et de dépasser un petit peu les limites, de casser les codes, m'inspirent énormément. Donc, c'est sûr que Kylian a été dans cette optique-là. J'adore aussi notre Courtney. Voilà, elle porte un peu le drapeau des femmes, de montrer qu'on est capable aussi de faire des performances incroyables, d'aller challenger des gars, de casser les codes, et j'adore ce type de profil. Ta plus grande fierté?
Ma plus grande fierté, c'est d'avoir été capable d'écouter un jour la voix sur mon épaule de la passion et du cœur plus que de celle de la raison. On est beaucoup guidé dans notre société par la raison, de par notre système éducatif, de par nos études, de par notre travail. Et voilà, j'ai été fier un jour de laisser un peu de place à ce cœur-là. Et puis ça a été difficile au début, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Tu récoltes les fruits de ça, puis ça confirme que la décision était la bonne. Ta course bucket list que tu n'as pas encore faite? La Western States. Ça s'en vient. Cette année, soyons concrets. Voilà, excellent. Écoute, un grand merci Mathieu. On est rendu à 1h40 d'épisode. On a couvert le Pro Trail Runners Association. Je pense que c'était le fun de plonger dans cette nouveauté-là qui arrive, un nouveau joueur, une nouvelle association qui arrive dans notre sport qui promet qu'il va faire la différence. C'était le fun de la découvrir à travers tes yeux, ta vision de toi qui est impliqué là-dedans, mais qui est aussi un athlète pro, donc qui vit les réalités qu'on met de l'avant. Puis je le répète, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui va plus largement que les athlètes pro dans cette association-là. C'est simple pour notre sport, autant comme nous, comme fans de sport, que comme pratiquants de ce sport-là. Bien donc sûr. merci d'être venu nous expliquer ce que c'est, puis on en a profité pour couvrir un peu plus large aussi. J'ai fait au mieux, c'est les balbutiements de l'association. On a couvert quelques thèmes, mais je ne sais pas encore exactement quelle direction vont prendre ces thèmes-là. Et puis moi aussi encore, j'ai du mal à me positionner là-dedans. Tu m'as challengé sur qu'est-ce que tu en penses. C'est vrai que tant que tu t'es pas posé la question, que tu n'as pas été mis face au sujet pour y réfléchir, tu n'as pas la réponse tout de suite. Donc ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Peut-être que, comme tu l'as dit, dans quelques mois, quelques années, quand on en reparlera, j'aurai des avis différents, plus tranchés. Les sujets auront évolué. Peut-être qu'il y aura des nouveaux thèmes qui entreront en jeu. En tout cas, on est à l'introduction et c'est déjà beau d'avoir le mouvement qui démarre. Ouais, c'est très prometteur. Merci d'être venu jaser avec moi. Merci de nous faire vibrer. Je pense que t'es un sujet récurrent dans les trails parce qu'on aime suivre nos athlètes québécois, canadiens qui performent, mais c'est au-delà de la performance aussi. Je pense que c'est dans ton approche du sport que les gens, ça parle auprès d'eux, puis c'est ce qui fait que, oui, la performance est inspirante, mais c'est tout ce qui vient autour où les gens peuvent se rallier à ça puis se reconnaître dans ce que tu promouvois. Donc, continue de nous faire vibrer. On va te suivre cette année. Ça va être Merci Yannick, très fun. Ça me flatte énormément et je veux te dire un petit secret, je me sers aussi de cet échange finalement à travers les histoires et ce que je raconte. Le retour que j'ai aussi de la communauté est hyper puissant et m'apporte vraiment beaucoup d'énergie dans ma carrière, me permet de me relever dans les moments difficiles, de me pousser. Donc finalement, on est une team. Exact. On est une team tous ensemble et ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette ouverture et ce partage que je peux avoir aujourd'hui. Puis bonne cérémonie de citoyenneté demain. Merci. Ça va être officiel maintenant après 9 Au ans. Canada. Ah ben voilà, c'était juste quand même. Je termine en remerciant Capi qui nous a offert le café pour aujourd'hui, NAC qui est le partenaire principal de Pas sorti du bois, Noctem qui est le partenaire de bière. Mathieu, je vais te laisser partir avec une canette au moins parce que là, il faut que tu goûtes. Là, il est le matin, ça sera un peu embêtant, mais là, 12h50, il va falloir que je calme un peu parce que j'avais un petit rituel là depuis 10 jours dans la tournée avec mon ami Louri. On se mettait toujours une petite bière juste avant le film parce qu'on faisait une conférence d'une demi-heure de la salle et puis c'est sûr que quand tu rentres dans une salle de 500 personnes, tu t'habitues un peu, mais c'est quand même un peu oppressant. Et donc, la petite bière aidait un petit peu à délier les langues. Ah, ben c'est bon. Là, j'en ai bu quasiment une tous les soirs depuis 10 jours, fait que je calme là maintenant. Okay, mais je vais partir avec ta bière et tu promis, je la boirai un petit peu plus tard. Excellent. Merci tout le monde. Puis je vous dis à très bientôt parce que ça se pourrait que quelqu'un que Mathieu connaît bien revienne bientôt au podcast. On n'aimera pas de nom, mais en tout cas, faites vos paris. Écrivez-moi pour le concours UTCC. Puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.